À plus, à plus, à plus, à plus. Pharmavance, chaîne de pharmacie et parapharmacie française en Israël, vous présente Bienvenue chez vous. Il est coutume de faire rayonner la Hanouka durant ces fêtes en la positionnant devant la fenêtre et grâce à plus, ce soir, eh bien, cette lumière éclairera vos foyers dans tout Israël. Générique! Bonsoir à tous, bienvenue chez vous. Nous sommes de retour au sommet de la tour Brigayam de Ir Yamim dans ce magnifique penthouse que vous aimez beaucoup, Judith. Heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale Hanouka. Ce soir, plein de surprises. Vous verrez, il y a plein de belles choses, des beignets même. Et vous, Judith Mergui, on est content? Ah oui, on est content. Moi, on me dit Hanouka, je suis là, je pète la forme, j'adore. Vous adorez cette tête? J'adore. Très bien. Docteur Lara, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez parler évidemment d'un sujet de circonstance, c'est les cadeaux de oui. Hanouka. Il y a un problème sur les cadeaux? Il n'y a pas de problème sur les cadeaux, tant qu'ils me plaisent, tout va bien. Très bien. Et puis on parlera aussi d'Alia Boeing, ces hommes et ces femmes qui font l'aller-retour entre la France et Israël, qui travaillent, qui passent leur temps dans un avion en fait. Est-ce que c'est un problème pour la vie de famille, etc. Vous nous en parlerez? Quel plaisir de vous recevoir, Rav Cohen. Bonsoir. Évidemment, pour la fête de Hanouka, vous nous passerez un joli message de Hanouka pour cette belle fête du calendrier juif. Audrey Natav, bonsoir. Bonsoir. Coach, on va dire artiste coach, vous allez également nous parler de cadeaux, puisque on a un cadeau à se faire à nous-mêmes déjà, c'est de réaliser ses objectifs. Exactement. Hein, et vous allez nous aider peut-être. Ouais, je vais vous parler des résolutions de fin d'année, il ne faut pas les faire n'importe comment. C'est vrai? Ouais. Bon, alors très bien, on va écouter, on va être à l'écoute. Il y aura Olivier Abécassis qui viendra nous voir pour ses coups de cœur sur les sorties avec les enfants, les sorties durant les fêtes. Et puis Niv Hadi viendra tout à l'heure, lui spécialiste des startups, nous parler d'un cadeau de Hanouka que moi j'attends beaucoup évidemment, c'est l'iPhone 10 qui vient de sortir en Israël et il va nous en parler tout à l'heure. Il y aura beaucoup de surprises, évidemment des surprises pour les enfants et on a choisi, mais pas que pour les enfants en fait, un magicien qui viendra tout à l'heure dans l'émission, mentaliste en plus, ça sera tout à l'heure. Et donc vous l'avez compris, une fête importante, donc une émission importante. Programme très chargé, vous l'avez compris. Bienvenue chez vous, c'est parti. Voilà, on va démarrer une soirée spéciale Hanouka avec vous et avec tous. Judith Mergui, vous aimez bien la fête de Hanouka, je crois. Ah, j'adore. Hein? Vraiment, c'est normal, c'est une fête millénaire. Ah, millénaire. C'est d'une C'est une importance. vraie histoire. Oui. Une vraie histoire. Un temple fut saccagé. L'huile sacrée vint à manquer. Un peuple entier effrayé. Et nous, pour commémorer tout ce lourd passé, eh ben, on mange des beignets. Voilà. Ah bah oui, c'est super d'être juif. Moi, j'adore. En effet, Judith, la fameuse Soufgania, Eh oui. c'est tout un concept. Replacez-nous un peu dans le contexte, par exemple. Ah, mais alors avec plaisir, Stéphane. Alors, c'est très simple. On te chope à la sortie des fêtes de Tishri, hein, donc Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, où tu n'as fait que manger pendant un mois et où tu as pris 8 kilos. Bon. Alors bon, attendez, Judith, vous ne jeûnez pas à Kippour, par exemple? Si, je jeûne à Kippour, mais justement, vu que tu passes ta journée entière de Kippour à penser et à rêver de bouffe, eh ben tu grossis aussi. Donc voilà, hein, tu viens à peine de démonter ta souka, tu t'es inscrit dans une salle de sport hyper motivée, et là tu sors de ton premier cours de Zumba. Bon, qu'est-ce que tu vois dans la vitrine en sortant, dans la vitrine de Roladine? Les premières soufgagnottes. Si tôt, mais pourquoi? Mais parce que c'est un complot, je te dis. Ils le font exprès. Ils en mettent partout, tu peux plus tourner la tête sans en voir une. Et c'est quoi, Soufgania? C'est un beignet, en fait. Un beignet, Stéphane? Mais naïf que vous êtes, mais certainement pas, attendez. Un beignet, c'est juste gras. Non, là, c'est beaucoup plus machiavélique, là. Là, on parle de l'œuvre de Satan, là, attends. Ils te font un beignet. Bon, alors un beignet, je rappelle quand même, c'est quelque chose qu'on a plongé dans l'huile, hein. Et alors ensuite, ils vont discrètement l'intuber et lui perfuser de la confiture ou de chocolat, histoire de te faire péter tes taux d'insuline. Mais alors attention, vicieux les mecs, hein, parce qu'ils vont
Ils vont donc t'injecter ça, mais par le dessous du beignet. Donc comme ça, tu n'en sais rien. Et alors, comme le cholestérol, ce n'est pas assez, attaquons-nous au diabète. Ils vont te saupoudrer le tout de sucre. Enfin, saupoudrer, non, poudrer, tout court, quoi. Hein, voilà. Courchevel, à côté, il y a moins de poudreuse. Hein. Et puis alors... Donc, c'est vraiment calorique. Ah non, c'est détox, tu peux y aller, bien sûr. Alors allez-y, misez un petit peu autour de la table. Le nombre de calories par beignet, en moyenne, je vous écoute. 600. 600. Un menu Big Mac, je pense, direct. C'est Ouais, pas mal. 300, 300, naïf encore. Et toi? C'est peu. 200. Et ben voilà. Plus? Rav, une petite idée? Oh, moi, je pense que c'est suffisant pour faire déjà la bracha de maisonnote dessus. C'est pas mal. Si c'est pas plus, Et donc, ça veut dire, peut-être. En termes hein, de calories. En termes de calories, bien tenté, Rav, bien tenté. Alors, justement, moi, ce que j'ai fait, pour avoir une réponse scientifique, j'ai été à la rencontre d'un nutritionniste en France, et je lui ai demandé d'analyser pour nous la composition nutritionnelle d'une soufgania, sa réaction en images, s'il vous plaît. on regarde. On a compris. Vous avez bien résumé ça avec. Et vous n'avez pas cherché le chiffre, en fait. Si, c'est Non, parce 600. que Mais j'ai moi, gagné, évidemment. Ah, vous Ça, mais l'aviez je suis dit, en fait. incollable, des calories, laisse tomber. Moi, je te regarde, je te dis déjà direct. Rav se Cohen, voit pas, merci Judith. Rav Cohen, merci d'être là pour parler de Hanouka et d'un message fort. Oui. Alors, c'est vrai que c'est une fête plaisante et par excellence, c'est la fête des enfants. On peut donc rire. Oui, puis on est joyeux, c'est un moment où on fait le Hallel, c'est un moment où on sait qu'on se retrouve en famille, les cadeaux. Alors il faudrait quand même recentrer une idée qui est très importante, c'est que le Talmud nous ramène la loi qui est que la lumière de Hanouka que nous avons allumée ce soir doit durer une demi-heure. C'est-à-dire le temps qu'en principe, comme vous avez dit Stéphane tout à l'heure, on va mettre la Hanoukia devant la fenêtre ou devant la rentrée des maisons pour propager le miracle que les Grecs ont voulu nous assimiler par des idées et que le peuple d'Israël a contré cette assimilation. Et d'ailleurs, grâce à cela, on est encore ici aujourd'hui. Alors, une demi-heure. Mais la loi, elle est, la Gemara, le Talmud le dit, que la loi, elle est que si on l'a allumée et qu'elle s'est éteinte, on n'a pas besoin de la rallumer. Alors, c'est vrai que c'est un paradoxe, puisqu'en principe, pour propager le miracle, il aurait fallu qu'elle soit allumée. Non, on nous dit non, c'est pas la peine. L'essentiel, c'est qu'il y ait suffisamment d'huile qui permettait à la lumière de rester une demi-heure. Même si elle s'est éteinte après quelques instants, il n'y a aucun problème. Il y a derrière cette idée que l'essentiel, c'est le moment de l'allumage. Il y a ici une idée qui est fondamentale dans le peuple d'Israël. C'est que, il faut comprendre que on arrive dans les parachiotes, on va parler de Yosef Hatzadik, et cet homme-là, qui devant une séduction implacable, il se trouve en Égypte, il est jeune, séparé de ses parents, séparé de toute sa famille, et le Midrash nous dit que avant quelque part d'avoir une réaction contraire et de se sauver, il a vu devant lui l'image de son père. Et nos sages nous disent qu'on remarque quand même quelque chose d'extraordinaire dans la Torah, c'est que nos trois patriarches, Avraham, Avinu, pratiquement n'a pas eu de contact ou de relation avec son fils, Yitzhak. Le seul moment où on voit qu'il y a eu un échange de paroles, c'était au moment où c'est de la Hakeda, c'est tout. Le reste, il n'y a pas eu de discussion. On ne retrouve pas de discussion entre Yitzhak et Yaakov. Par contre, on va trouver entre Yaakov et son fils Yosef. D'ailleurs, la Torah nous dit qu'Iben Zekoni Moulo, c'était le fils de sa vieillesse. Et non, ça, je trouve dans le mot de Zaken, c'est la sagesse. Et le Midrash ramène que toute la Torah qu'avait appris Yaakov, il a transmis à son fils. C'est-à-dire que si on a eu un père par excellence qui a transmis des valeurs à un fils, ça a été avec Yosef. Alors c'est vrai que il va être loin, mais il verra toujours l'image de son père devant lui, c'est-à-dire les valeurs qu'il a reçues de son père, il va les voir. Alors, nos sages nous disent une chose qui est très importante, la jeunesse, les moments propices pour donner des valeurs à un enfant, à un garçon ou à une fille, à un homme qui sera un jour un homme ou une femme. Ces valeurs-là, on va les donner et elles vont être puisées par cet enfant quand il est jeune. On ne fait pas une éducation d'un enfant quand il est déjà un adolescent, malheureusement, ou un adulte, c'est déjà beaucoup plus compliqué, mais quand il est enfant. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est le moment de l'allumage. C'est-à-dire au moment où c'est qu'il est petit, les moments qu'il va passer à la maison, les moments d'intimité avec ses parents. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que les souvenirs qu'on a dans une maison, c'est le Shabbat, c'est les émirotes de Shabbat, quand tout le monde est assis ensemble et chante. On va puiser sur ça des forces qui, plus tard, vont nous permettre que nous, les valeurs de la Torah et des mitzvot, on va les transmettre, nous aussi, à nos enfants. C'est-à-dire le moment de l'allumage. Le symbole de Hanouka est venu nous rappeler ça. C'est que l'essentiel,
c'est pas important s'il y aura des moments dans la vie d'éclipse, où c'est que la personne va des fois avoir des moments où elle va être un peu perdue. Mais on sait qu'elle va revenir. Pourquoi? Parce que le moment de l'allumage a été là. Et ce moment de l'allumage est très important, et même psychologiquement, il est important. C'est qu'un enfant, on va le voir plus tard, il va faire un adulte de lui, s'il est sûr de lui ou moins sûr. Tout dépendra quand il était tout petit, à la maison. Est-ce qu'il a reçu de l'assurance? Est-ce que les parents étaient là pour le féliciter? Est-ce que les parents étaient là, disponibles pour parler avec lui? Vont faire de lui plus tard un adulte qui est fort. Et la différence sera là, dans ces moments où c'est que l'enfant a été petit, était chez lui à la maison. L'allumage. Hanouka, c'est ce moment-là qui devrait nous rappeler, c'est vrai que c'est une fête pour les enfants, mais ça devrait nous rappeler aussi d'une chose très importante. C'est les moments qu'on passe à la maison avec nos enfants, quand ils sont encore jeunes, pour leur donner toutes ces forces qui vont faire d'eux des adultes équilibrés et bien dans leur peau. Merci Rav Cohen, vous ne pouvez être que d'accord avec ça. Est-ce que j'ai le choix de toute façon? Non, mais évidemment, Ouais, vous pouvez évidemment vous que je suis d'accord. J'ai bu les paroles de Rav Cohen. Merci beaucoup Rav Cohen. Dès que c'est sur des trucs intelligents, vous me demandez jamais ce que j'en pense. Moi, bizarrement, non, c'est juste pour préciser comme ça. Un petit beignet. Voilà, c'est ça. Moi, je suis là pour les blagues et les beignets. Je fais appel tout de suite pour me sauver à Audrey. Oui. Audrey Nataf, notre artiste coach qui fait de l'accompagnement individuel et de groupe. Alors, je vous propose que vous vous occupiez de notre groupe de chroniqueurs ce soir. Eh bien oui, je vais rebondir d'ailleurs sur l'histoire des lumières de Hanouka, puisqu'en effet, là, c'est les fêtes de fin d'année. On allume les bougies dans la maison, donc on a mis plein de lumière dans notre foyer. Et moi, je vous propose de mettre de la clarté dans votre vie et dans vos objectifs. Alors, C'est un programme. Eh oui, c'est un comment on fait programme. ça? Comment on fait ça? Ben, c'est très simple. En fait, en général, les résolutions de fin d'année, c'est quoi? Vous connaissez le top 5, Perdre des top 5, kilos, les etc. kilos, Faire du Arrêtez de sport. fumer. arrêter de fumer. Exactement, vous êtes dans l'ordre, on continue. Faire du sport. Faire du donc, ouais. sport, reprendre le sport. Et moi, voilà, mon petit truc, c'est de dire pourquoi est-ce qu'à chaque fois, ces objectifs-là, ils sont basés sur tout simplement une mauvaise estime de soi. On n'est juste pas content de notre année, alors voilà, on va essayer de rectifier. Et finalement, là, l'idée, ce serait d'essayer de partir, au contraire, d'un truc qui nous fait vraiment plaisir. Et moi, ce que je Je vais me... me mettre à fumer, tiens. Je me sens bien comme ça. Non, c'est pas dans ce sens-là que ça se passe en fait. L'idée, c'est de dire, c'est que il faudrait sentir au début physiquement qu'est-ce qu'on aurait envie de faire. Alors, par exemple, quand on a un objectif en tête pour le début de l'année, on va essayer de voir si notre objectif il est SMART. Qu'est-ce que ça veut dire? Spécifique. M comme mesurable. C'est l'acronyme de L'acronyme de SMART, D'accord. exactement. Donc spécifique, mesurable, accessible. Le R, ce sera pour réalisable et aussi responsable. Je vais vous expliquer comment. Et en plus de ça, le T, c'est pour le timing. Il faut le mesurer dans le temps. Donc par exemple, Michael, Oui. l'année prochaine, parler hébreu. Ah, ce serait bien. Oui. Est-ce que ça peut être un objectif? Alors, voyons le smart. C'est ça. Mais exactement, t'as tout compris. J'ai dit. Non, mais c'est un cas pratique, c'est C'est un intéressant. cas pratique. Répétez-nous le S, c'est... Spécifique. Oui, c'est bien spécifique, ça l'hébreu quand même, hein. Non, c'est pas assez spécifique. Ah. Parler hébreu, ça sera pas assez. Pour essayer de trouver un truc plus spécifique, ce serait par exemple Parler l'hébreu. lire le voilà, ou lire le menu au restaurant à chaque fois, réussir à lire le menu. Te donner un objectif vraiment très concret. Est-ce que là c'est plus clair? Oui. Ou par exemple Et jouer réalisable, de la et réalisable. Et réalisable. Jouer de la guitare, c'est sympa. On se dit oh tiens, l'année prochaine je vais réussir, je vais apprendre la guitare. Non. On va apprendre, voilà, l'année prochaine je vais réussir à jouer tel morceau et je vais choisir un morceau qui me plaît et qui me fait vraiment plaisir. Voilà, l'idée c'est ça. Ensuite pour le spécifique. Ensuite, Mesurable. mesurable, il y en a une qui suit, merci. Alors, Non, mais elle l'a Mesurable. écrit sur sa feuille. mesurable, bon, il faut que ça comprenne au moins toutes les lettres de l'alphabet hébraïque quand même, non? Voilà. C'est ça? Comment ça mesurable? Mais non. Et non, mesurable pour son défi d'apprendre Ah. l'hébreu. Oui, alors là, par exemple, on va devoir trouver le menu d'un resto super galère ou je sais pas, avec des Non, plats mais improbables. mesurable, on peut le faire sur Judith, par exemple. Ah, mesurable pour moi, j'avais pas donné de défi. C'est moi. quoi ça serait quoi l'objectif de Judith Des résolutions de l'année parce que ça Dans les résolutions de l'année, qu'est-ce qu'on a nous Lire des livres. Non, si on reprend par exemple, 6 ans de conservatoire national d'art dramatique, je pense que côté littéraire, on en a lu pas mal. et si on Alors. prend l'exemple de la guitare par exemple, si ce serait tout simplement de jouer un morceau, bah voilà, mesurable, bah je sais que le jour où j'invite tous mes potes et que je joue le morceau, bah c'est réussi. Voilà, on peut terminer là-dessus tout simplement, c'est fait. Après le M, on a quoi? Après là, on a atteignable. Bah oui, par exemple, si vraiment on ne sait pas Ouais, trois des bandes accords, dessinées, alors. on va éviter de se jouer un Johnny B. Good tout de suite, quoi. On va essayer de prendre un rythme un peu plus simple.
par exemple. On reste sur la guitare, donc, là, pour l'instant. Bah, pour l'instant, oui, mais parce que j'ai pas, Mais moi, je vais bien vous donner un atteignable. but. Je peux, Alors, un bah oui, objectif. avec plaisir. Moi, c'est réussir à ne pas acheter l'iPhone 10, par exemple. Je vais avoir du mal, mais est-ce que c'est Impossible, possible? je suis désolée, il va falloir Ça, attendre c'est du trouble 2018. obsessionnel compulsif, donc là, c'est plus le même dossier, quoi. Non, mais mais en tout cas, c'est réalisable comme objectif. Je suis pas sûr. Non. Et est-ce que ça dépend que... Et ça, et pour le deuxième R, qui est responsable et réalisable, est-ce que ça ne dépend que de vous? Ça, Ouais. ça dépend de la bourse, j'imagine. Non, ça dépend que de vous. Vous pouvez Ouais, peut-être. décider, oui. On peut décider, Alors, peut-être. ça marche. Et le D'accord. timing, combien de temps vous voulez pas l'acheter? Vous l'achetez quoi? Vous l'achetez pas avant 2019? 3 jours? Non, attends. Ah bah non. Je Non, peux mais- rester une semaine sans, mais quand même. On va me prendre pour un fou. Quand on a un objectif, il Ok. faut trouver quelque chose qui soit un peu plus grand, parce que moi, Ouais. je suis plutôt de l'école du tout est possible. Alors dans ce cas-là, on y va, on essaie de se faire rêver. Et quand on aura, quitte à voir très grand au début, après à un moment donné, il y a quelque chose qui s'allume, et puis après, on va essayer de décomposer l'objectif en des choses un peu plus concrètes. Mais l'idée, c'est de pouvoir en tout cas les mesurer, les cadrer dans le temps. Et puis surtout, l'idée, c'est quoi? C'est de les atteindre. Sinon après, bah, ça impacte sur notre confiance en nous, on se sent pas bien, puis on le remet pour l'année d'après. Et puis petit à petit, c'est encore plus difficile d'y arriver. Donc l'idée, c'est voilà, de voir pas trop grand, d'être bien écologique avec soi, pour pas tout de suite se lancer avec des trucs qu'on va finir par se fouetter toute l'année, ou dès qu'on le fait pas, bah, on souffre. Là, non, on va essayer de trouver un truc très spécifique, très précis, et surtout qui est trouvé grâce au plaisir et à l'envie de le faire. Est-ce qu'on peut demander au RAF, c'est un objectif cette année? Alors, un Bédin Midrash plus simple. Quel serait le vôtre? Objectif d'essayer par ma présence dans ma communauté De Polègue. voilà, de Polègue, d'aider les gens personnellement, m'occuper des enfants, aider aussi les Français qui viennent d'arriver, parce que vraiment, moi je conçois, il a parlé de l'hébreu, moi j'ai dans ma alia, c'est que j'ai appris l'hébreu en France couramment, donc je suis arrivé en Israël, je n'ai pas ce problème, mais je me rends compte que c'est dramatique dans le quotidien. Moi, je n'arrive pas à le voir puisque j'ai couru un peu partout depuis 3 mois ici. Et donc, c'est normal que je parle en hébreu. Mais je m'imagine vraiment d'aider notre communauté française à s'intégrer ici. C'est une chance À travers l'étude extraordinaire. en français, Surtout les cours en beaucoup, français, voilà, etc. des cours en C'est français, vrai et que c'est puis en important. même temps, dans tous les moyens smart. possibles. Voilà, C'est c'est smart. important. Merci Rav. Merci Audrey Nataf. Je rappelle que vous êtes aussi auteur et metteur en scène. Oui. Et qui a une pièce de théâtre et qui a une pièce qui joue à Paris. Il là, reste une dans date, quelques jours. effectivement, le 23 décembre, c'est Feu de la rampe. au Feu de la Rampe à Paris, et ce sera, je crois que c'est à 20h, mais vérifiez bien Et ça sur s'appelle Internet. Ça s'appelle Lego, mon jeu préféré, c'est interprété par Joanne Toledano, et elle est chouette. Merci À Audrey voir. Nataf. Docteur Lara, c'est à vous. Évidemment, sujet de circonstance, les enfants, les cadeaux donc. Est-ce que c'est important les cadeaux? Oui, c'est important. Et puis, il y a une dimension sociale. C'est-à-dire que tous les enfants vont en avoir. Ils les attendent, les cadeaux de Hanouka, toute l'année. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'ils veulent quelque chose d'un peu important, on leur dit ah ben, on verra à Hanouka. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on a rendu cette affaire importante. Donc, c'est un rendez-vous qu'on a pris avec eux. Et donc, ils vont mettre beaucoup d'espoir sur ce rendez-vous. Après, ce qui est en vérité sur le plan psychologique assez touchant, assez intéressant avec les cadeaux, c'est la dimension de la surprise. Et elle n'est pas toujours présente, et d'ailleurs elle est de moins en moins présente parce que les enfants vont commander quelque chose et ne vont pas forcément avoir la surprise. La surprise, c'est ce paquet cadeau là, on ne sait pas ce que c'est, et c'est symbolique de l'enfance parce que c'est l'imaginaire. On va défaire le paquet cadeau, et au moment où on défait le paquet cadeau, eh bien, on va pouvoir imaginer, fantasmer plein de choses. Et finalement, c'est ça le moment le plus magique du cadeau. C'est le moment où on le reçoit, on est touché qu'on ait pensé à nous, et on va s'exciter et imaginer et jouer avec tout son imaginaire, tous ses fantasmes. Mais ça représente quoi en fait? Le cadeau, ça représente quoi? Ça représente l'amour qu'on nous donne, ça représente l'intérêt qu'on nous donne, ça représente aussi le mal que quelqu'un s'est donné pour nous. Donc, Mais c'est je veux dire véritablement par là, c'est un lien affectif et puis un petit symptôme, il ne faut pas mettre non plus trop de choses là-dessus, mais un petit symptôme de la relation qu'on peut avoir à l'autre. Mais parce qu'il y a aussi le problème du... lorsqu'on fait un cadeau à un enfant, on en fait trop, par exemple. Est-ce que c'est ça, des preuves d'amour? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui lui ferait plaisir, par exemple? Évidemment. Bah oui, non, parce qu'on avait vu, il y a eu une petite étude qui est passée il y a un petit clip comme ça sur Internet qui est passé, où on a demandé à des enfants d'écrire justement ce qu'ils voulaient pour la fin de l'année, Noël, Hanouka, etc. Ils ont tous fait une lettre avec les photos, ils ont découpé les cadeaux, etc. C'était énorme. Puis après, on les a
on leur demandait de recommencer et puis de faire la même lettre pour leurs parents. Qu'est-ce qu'ils attendent de leurs parents? Et c'était que tu fasses plus d'expérience avec moi, que tu me dises des histoires le soir, que tu prennes du temps, que tu me laisses salir la maison, que tu me laisses faire des datatas. Enfin, et à la fin, on leur dit voilà, et si vous deviez choisir et en envoyer qu'une seule, tous 100% ont demandé d'envoyer la lettre aux parents. Bon, elle a absolument raison. Évidemment, ce qui compte le plus, bien loin des cadeaux, et tous les gens qui ont vécu dans des situations un peu de pauvreté, etc., racontent bien comme finalement un petit cadeau leur faisait très plaisir, mais ils sont construits pas sur les cadeaux, mais sur la relation qu'ils avaient avec leurs parents et sur le fait qu'on leur donne une éducation, de l'amour à manger et de voir que les parents mouillent le maillot pour eux. Évidemment que c'est le plus important. Après, les enfants, il faut pas les faire choisir, il faut qu'ils envoient les 2 lettres. Et alors, souvent, les parents me disent « Oui, mais est-ce qu'on leur laisse faire des grandes lettres comme ça ?» Alors, en France, on me disait au Père Noël, ici, à papier Hanouka, parfois. Et ça va inquiéter les parents parce qu'ils vont dire « Mais si on lui laisse faire toute cette lettre, est-ce qu'il va être déçu ?» Et en fait, les enfants, ils aiment fantasmer qu'ils vont tout avoir. Ils savent bien qu'ils n'auront pas tout, mais ils ont plaisir à faire la lettre, ils ont plaisir à découper comme ça, à coller, à imaginer qu'ils vont avoir monts et merveilles de cadeaux, et il faut les laisser avoir beaucoup de plaisir. J'avais envie de dire un petit mot sur une association magnifique qui existe en France, qui s'appelle Un cadeau pour la vie, et qui arrive maintenant ici, et qui offre des cadeaux aux enfants hospitalisés. Et mon ami Rubens Madja, qui est le plus grand pédopsie français, expliquait, il a travaillé avec Bruno Hakoun, qui est le responsable de cette association, et il expliquait comme c'était puissant pour un enfant hospitalisé de retrouver, par le biais du cadeau et de la surprise, enfin un peu d'enfance. Là où la maladie nous enlève de l'enfance, nous met dans des soucis graves et de grands, eh bien, un simple cadeau, une surprise, on ne sait pas ce que c'est, eh bien, l'enfant, il dépose sa maladie pendant un moment et il redevient naïf et fasciné par ce qui va arriver. Voilà. Et donc, cette association, Un cadeau pour la vie, vous pouvez la retrouver sur Internet. Ils ont aussi un Facebook et c'est une association magnifique qu'il faut soutenir. Judith. Oui, moi j'avais une question pour le docteur. C'était, voilà, on se retrouve face aujourd'hui à des familles qui ne savent plus vraiment quoi faire par rapport à l'escalade en fait de la surenchère au niveau de la taille et de l'importance et du coût du cadeau, surtout par rapport à la fête de Hanouka où le mythe est né qu'il y aurait la notion d'offrir un cadeau chaque jour. Et donc certaines familles ne savent plus comment faire puisque certaines familles pratiquent cette tradition, d'autres non. Et je voulais savoir ce que vous pensiez, moi donc de la coutume adoptée dans ma famille, j'ai grandi en étant une enfant réellement heureuse grâce à cette coutume, qui était de dire que la première bougie de Hanouka, c'était un cadeau principal et que le reste des bougies permettait d'offrir des mini-cadeaux qui permettraient de jouer avec le cadeau principal. Exemple, j'avais eu la Barbie le premier jour et chaque jour, un accessoire qui permettrait de permettre à la Barbie de… Voilà. Et ça donnait voilà, quoi ? Il faut planifier, quoi. Non, il faut planifier, mais je trouvais qu'il y avait avec quelque 3 chose enfants, qui pouvait se construire. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a des parents comme ça qui ne savent plus quoi faire ? Est-ce qu'il faut essayer de trouver un moyen de… Les enfants sont bien plus gentils, bienveillants, empathiques avec leurs parents qu'on l'imagine. Ils peuvent faire des caprices. Ils peuvent dire qu'ils nous détestent, que c'était pas ce qu'ils voulaient, etc. Mais ça veut pas dire qu'ils sont profondément blessés de quelque chose. Ce qui compte, c'est l'intention. Ce qui compte, c'est ce qu'on a envie de leur transmettre. Et ce qui compte, c'est que ça reste dans quelque chose qui leur paraît logique avec le cadre familial. Si par exemple, dans ma famille, on offre un seul cadeau à Hanouka, eh bien, le fait qu'on m'en offre un chaque année va pas être un problème, même si mes copains, ils en ont un tous les soirs. Comment on refuse un cadeau à un enfant ? Ça dépend pour quelle raison. D'abord, justement, elle est pas mal cette question par rapport à Hanouka. Parfois, les parents mettent des punitions sur Hanouka. Alors, très souvent, c'est les menaces. Si t'es pas gentil, t'auras pas de cadeau à Hanouka. Bon, c'est une menace quasiment jamais mise à exécution, et c'est tant mieux, parce que quand elle est mise à exécution, je trouve que ça a un côté un peu cruel. Hanouka d'après, quoi. Oui, et puis c'est un côté un peu cruel, et au-delà de ça, même sur le plan pédopsie, on pourrait dire une fête de famille, et certains moments de vie de famille doivent échapper à l'éducatif et à la punition. L'éducation, la punition, c'est toute l'année. C'est un caprice que fait l'enfant, et c'est pouvoir être ferme à un moment, etc. Et souvent, on fantasme que une grande punition, comme voilà, il va être privé d'anniversaire ou privé de cadeau à Hanouka, alors là, l'enfant, il va bien le garder en tête, et puis du coup, il recommencera pas. Pas du tout. Ce qui fait l'éducation, c'est le quotidien. Ce qui fait l'éducation, c'est la répétition de quelque chose. Et si on lance
des choses très importantes. D'abord, on ne va pas les tenir en général, et si on les tient, ça a quelque chose de cruel et de blessant pour l'enfant. C'est bon, on vous offrira votre iPhone 10, vous soyez Vous ne tranquille. croyez pas si bien dire, vous nous faites la transition. Merci, docteur Michael Lara. La transition est simple avec Nivadi. Bonsoir. Bien sûr, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Très bien. Vous allez nous faire plaisir. L'iPhone 10 est sorti en Israël, ça y est. Et vite d'ailleurs. Très vite. Apparemment, il y a toujours un petit retard, mais là ça va. Alors il est made in Israël. Il a été fait un peu en Israël, non? Complètement, parce que Apple aujourd'hui développe en Israël également. Donc, comme tout le monde d'ailleurs, Google, Apple développe en Israël. Donc, une partie est faite en Israël. Surtout la partie qui est très importante, c'est tout ce qui est la reconnaissance faciale, qui a changé complètement, révolutionné l'iPhone, qui n'a plus de boutons. Et Il va falloir s'habituer. Hein. il faut s'habituer, mais c'est vraiment, disons, point de vue technologique, c'est vraiment une grande révolution dans cette machine et l'Apple a réussi ce pari de faire quelque chose d'innovant. Vous l'avez eu dans les mains? Je l'ai eu dans les mains, je l'ai touché, je l'ai Mais essayé. écoutez-les, non, parce qu'ils en parlent comme d'une femme, quoi, c'est incroyable. Je l'ai touché et il est beau. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cet appareil? Et il ne fait pas la gueule. Il fait pas la Exactement. Et il ne demande même pas de cadeaux tous les soirs. Donc l'iPhone, ce qui est bien, et je vais dire aussi par rapport à la compétition, mais disons que l'iPhone aujourd'hui est le iPhone X10. D'abord, on attend toutes les années l'iPhone. Donc c'est une grande attente à chaque rentrée, ce qui est incroyable. Cette fois, c'est réussi parce que on parle de reconnaissance faciale, mais c'est aussi tout ce qui concerne la caméra qui est très importante aujourd'hui. Aujourd'hui, l'appareil qui était le téléphone avant, c'est une caméra. D'abord un appareil photo. C'est d'abord un appareil photo. Et aujourd'hui, l'écran Super Retina est un peu bluffant parce que les photos ont l'air de HD complètement incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a de très belles photos. Il y a aussi la vidéo est en 4K, c'est-à-dire 60 photos par seconde. C'est de la belle image, très bonne qualité. Donc ça marche très bien. Il y a aussi des petits trucs qui sont sympas. Les emojis de là, les emojis. Exactement. Donc, très sympa. Vous avez un petit sourire d'enfant quand vous parlez de cet iPhone. Oui, les c'est vrai. animojis qui Mais j'ai ont, promis de ne pas l'acheter, c'est ça? Apparemment, je ne sais pas pourquoi vous êtes lancé là-dedans. les animojis qui ont l'air d'un petit truc ridicule, d'un petit jeu pour enfants, etc., sont très importants aujourd'hui dans la compétition entre les téléphones. Pourquoi? Parce que tout ce qui est on peut faire personnel, customization of the iPhone X. Donc, c'est les emojis qu'on reprend avec votre visage. Donc, vous avez votre voix, votre sourire sur un chat, sur un panda, etc. Pour les jeunes, c'est très important d'avoir ce c'est une mode, ce ça va toucher. passer, ça, non? Pas du tout. Ah non? Non, c'est pas une mode et ça va pas passer. Ça va grandir avec d'autres choses qui vont devenir plus personnel. Donc, les applications deviennent personnelles sur ma taille, sur mon visage et c'est très important. Il y a aussi la réalité augmentée. C'est ça. Qui fonctionne aujourd'hui avec des applications, puisqu'avant, il fallait trouver les applications. Aujourd'hui, ça fonctionne et c'est très Alors, j'ai vu surprenant. quelque chose d'intéressant, on pourrait le faire même dans ce penthouse, c'est si vous voulez le décorer, vous pouvez carrément imaginer, voir vraiment un décor, enfin Absolument. un fauteuil, Donc ça, que vous c'est une placez application. vraiment Ouais. sur Donc dans il votre y a une appartement. application, des applications qui sont plus dans le jeu, dans le monde du jeu. Il y a des applications qui sont comme dans l'immobilier, les architectes, des choses qu'on Qui peut utilisent voir, beaucoup ça imaginer, qu'on utilise. On imagine ça vraiment. Exactement, et on peut l'utiliser sur l'iPhone, ce qui est très pratique pour beaucoup d'applications et beaucoup de... Et les résultats de vente déjà, ça marche bien? On a des résultats, mais on ne les connaît pas, donc c'est secret jusqu'au rapport officiel Il est d'iPhone. très cher quand même. Hein. Il est cher, mais c'est 1 000 $. Alors, je vais dire deux choses. Un peu plus de 1 000 $. Plus, Ouais. 1 300 € en France quand même, Ah oui, donc sur la version un peu haute. il faut dire que il faut comprendre comment l'iPhone se vend dans le monde. Si votre femme n'a pas compris le message. Ou sinon, Exactement. Voilà, j'ai l'impression que... L'iPhone dans le monde se vend surtout dans le premium, c'est-à-dire que c'est 70% du marché du premium. Donc pour le Qu'est-ce qu'on appelle le premium? Donc c'est les gens qui ont plus de 1 000 $, Les ou CSP++, 1 200 $. comme on disait. Donc c'est là que ça marche très bien. Et aujourd'hui, Apple décide de rentrer dans la compétition, surtout dans le premium, et de continuer à vaincre les autres sur le premium, 70%, peut-être 75% maintenant avec les rapports, et ça marche très fort. Il y a un endroit où Apple, disons, est moins bon et ça aura des conséquences, je pense, dans l'avenir et on est très inquiet chez Apple, c'est
tout ce qui concerne la reconnaissance de voix, tout ce qui concerne l'assistance Siri ne marche pas si bien. etc. Déjà en 97, quand Steve Jobs est rentré chez Apple, il a sorti Newton et il a commencé à imaginer les nouvelles Siri. Aujourd'hui, Google est bien plus fort avec son nouveau Pixel Pardonnez-moi, là-dessus. fan de Google et d'Android ici, donc c'est Oula. pas avec votre conversation sur l'iPhone que vous allez me séduire. Et avec 700 $, on a plus d'assistance personnelle et de recherche avec tout ce qui concerne le système Home. Donc, on peut chercher tout ce qu'on veut avec votre voix. Mais sinon, c'est encore le plus bel appareil aujourd'hui sur le marché. Selon votre point de vue. Non, pas du tout. Professionnel. Je suis d'accord avec Nive. Et vous, bon, alors, que sera Nive le téléphone dans 10 ans alors? Parce que là, ça avance vite quand même. Alors, Ça progresse vite. pourquoi on s'est inquiet chez Apple? C'est parce que tout ce qui concerne, les objets connectés, ça c'est une chose qui va continuer. Et les objets connectés, ça veut dire beaucoup d'intelligence artificielle. Et Google est très fort là-dessus. Et l'autre chose, c'est la commande personnelle, c'est-à-dire comment connecter ce téléphone à tout ce qui se passe dans ma maison, à ma voix, etc. Donc, je pense que c'est là qu'on va. Et ça sera la grande compétition. Et Israël, je vais dire, les ingénieurs, les développeurs ici sont assez forts là-dessus. Donc, je pense que les mêmes personnes vont sortir des mêmes écoles et vont partir chez Google et Apple, donc dans 2 villes en Israël. Et c'est là que va se faire la compétition mondiale, en fait. C'est On est prêt pour la intéressant. bagarre. On est prêt pour la bagarre. on est là. Merci Nive. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonsoir Olivia. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Hanouka Sameach. Hanouka, ça Et va? justement, vous allez nous parler des plus belles vidéos du net sur Hanouka. Ouais, des chants, des clips, des parodies. J'en ai retenu 3, il y en a des milliers évidemment. 3 clips qu'on ne se lasse pas de voir. Alors le premier, c'est une vidéo magnifique avec pleine d'émotions. Elle a été visionnée des millions de fois. Cette vidéo a été filmée en 2014 au Dealey Plaza, c'est au cœur de Chicago. Alors elle est signée Elliot Dvorin et l'orchestre Kitov. C'est noté Hanouka Song Mashup. Le clip comprend notamment des chansons traditionnelles de Hanouka en plusieurs langues. Et je vous laisse Bon, apprécier. il faut le voir alors, on Ouais. regarde. Put on your yarmulke, here comes Hanukkah. So much Hanukkah to celebrate Hanukkah. סביבון סוף 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 חנוכה הוא חג טוב חנוכה הוא חג טוב סביבון סוף 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 חג שמחה הוא לעם נס גדול היה שם Ok, très bien, seconde vidéo. Seconde vidéo, c'est une parodie de Black M, que vous connaissez tous, Docteur Lara. Mais oui, Oui. je suis jeune. Je sais. C'était en 2016, l'an dernier, à l'occasion des 10 ans de l'association Torah Box, Torah Box que vous connaissez, qui permet d'accéder à l'étude de la pratique du judaïsme pour les francophones. Eh bien, cette équipe a souhaité un joyeux Hanouka en musique avec un clip de la célèbre chanson Sur ma route. Certains trouvent que cette interprétation est d'ailleurs mieux que l'original. Je vous laisse apprécier. Sur ma route, oui, pour Hanouka en famille, allumer des bougies, on le fait tous. Et sur ma route, oui, Dieu éclaire ma vie, faisons un pas vers lui, on le peut tous. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route. Sur ma route, pressé de rentrer chez moi, diffusé quand vient le soir, ce miracle dans le noir. La Torah a toujours été ce phare tout au long de notre histoire, dans un monde illusoire. Nul n'est sans peur, mais sache qu'avec Dieu, nul n'est sans père. Quoi de mieux que ce cadeau précieux? Être un enfant d'Hachem, vers les cieux, lever les yeux, à lui je me livre.
car la prière du cœur est avec tout son livre du fin fond de mon âme. Il efface mes larmes, efface aux épreuves son amour et mon âme. Sur ma route, oui, pour Hanouka en famille, allumer des bougies, on le fait tous. Et sur ma route, oui, Dieu éclaire ma vie, faisons un pas vers lui, on le peut tous. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route. Sur ma route. Très bien celui-ci. Elle est sympa, hein. Ah ouais, très sympa. Et pour finir, une autre? Une vidéo signée par nos équipes d'Anatel à la réalisation Johan Guetta, Johan Guetta, notre réalisateur. Oui, Coucou Johan évidemment. Guetta. Notre cher David Sidbon à la production. Oui. Et vous reconnaîtrez évidemment la mélodie d'Omer Adam. Alors je vous conseille de vous lever, Allez, de on y va. monter le son. C'est parti. On va danser tous ensemble. Allez. Un peu de lumière dans cette obscurité. À nos fenêtres, une sorte de chandelier. Ce soir c'est la fête, les bougies sont prêtes. On est ensemble pour Hanouka. J'ai vu des toupies tourner la nuit, les yeux d'enfants briller aujourd'hui. Hanouka, c'est la fête de Hanouka. Une flamme éternelle éclairera. Que tombe la nuit, qu'on soit réunis pour allumer la Hanouka. Hanouka, c'est la fête de Hanouka. Pour les enfants, des cadeaux plein les bras. Que tombe la nuit, goûtons aujourd'hui les doux beignets de Hanouka. Comme le soleil, on la voit d'où l'on vit. Jérusalem, New York ou même Paris. Ce soir c'est la fête, on a tous en tête le miracle de Hanouka. J'ai vu des toupies tourner la nuit, les yeux d'enfants briller aujourd'hui. Hanouka, c'est la fête de Hanouka. Une flamme éternelle éclairera. Que tombe la nuit, qu'on soit réunis pour allumer la Hanouka. Hanouka, c'est la fête de Hanouka. Pour les enfants, des cadeaux plein les bras. Que tombe la nuit, goûtons aujourd'hui les doux beignets de Hanouka. Bougie après bougie, une semaine qui scintille. 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 Une semaine qui scintille, une semaine qui scintille. Hanouka, c'est la fête de Hanouka. Une flamme éternelle éclairera. Que tombe la nuit, qu'on soit réunis pour allumer la Hanouka. Hanouka, c'est la fête de Hanouka. Une flamme éternelle éclairera. Que tombe la nuit, qu'on soit réunis. Alors bonne fête de Hanouka. C'est bon. Merci Olivia. Vous avez une surprise pour nous? Non. Vous vouliez pas nous offrir des... Parce Bah, ils sont là. Servez-nous, faites quelque chose. On va passer les Allez, beignets allez, je avant vous fais. de prendre la Allez, pub. avec plaisir. Alors voilà, je vous offre d'abord, voilà. Oh, J'ai bah dit- après, c'est non, mais après prenez mon une, billet. une. Parce que Voilà, 600 voilà. calories le beignet. Voilà, Eh c'est oui, vrai, on l'a vous dit. prenez. 600. Nive, je regarderai C'est beaucoup. pour les Merci autres, hein, beaucoup. évidemment. Merci. Voilà. Donc ça me permet Allez, de faire une pause pub pour qu'on puisse déguster ce beignet. Et à tout de suite, juste après. Pharmavance, chaîne de pharmacie et parapharmacie française en Israël, vous présente Bienvenue chez vous. À plus, à plus, à plus, à plus. Publicité.
Les tours Briga offrent un concept résidentiel innovant dans un environnement parfait. Du lobby luxueux à la piscine olympique, chaque détail a été conçu pour votre plus grand bien-être. Les Briga Towers, un cadre de vie parfait au bord de la mer. Alliance Events, votre agence de wedding planners haut de gamme. Notre signature, nous adapter à vos envies. Alliance Events, osez le luxe en toute simplicité. À plus, à plus, à plus, à plus. Publicité. Pharmavance, chaîne de pharmacie et parapharmacie française en Israël, vous présente Bienvenue chez vous. De retour dans Bienvenue chez vous, que vous regardez sur A+, la chaîne des francophones d'Israël. En ce moment, Israël est illuminé par les bougies de Hanouka et c'est une chance de vivre ici en Israël cette fête. Bonsoir Laurence Damani, Charbit, docteur en pharmacie. Oui. Une rubrique très utile ce soir et de circonstances puisque c'est Hanouka. Et après avoir avalé tous ces beignets, on pourrait éventuellement faire un jeûne. Il paraît que ça fait du bien. Les bienfaits du jeûne. Je vous le dis d'entrée de jeu, je suis très très gênée d'intervenir sur ce thème ce soir. Je ne sais pas si c'est un gag ou si je me fais bisuter parce que je suis pas là depuis très longtemps. Mais franchement, c'est indécent. Je suis désolée, je trouve ça. Des beignets devant. Ouais, vraiment, c'est indécent. Mais bon, on va quand même, sans faire de jeu de mots, essayer de faire un peu de place aux jeûnes, d'accord? Alors, quelques mots de définition. Déjà, on définit deux types de jeûne. Le jeûne hydrique, qui désigne vraiment l'arrêt de l'alimentation. Et là, mais on garde l'eau, donc on garde les apports hydriques, on boit. Voilà, on boit. Et par contre, le jeûne total, lui, doit être limité dans le temps parce qu'on se prive et d'alimentation et de boisson. Il est évidemment rapidement dangereux. Essayez de penser, après 25 heures de jeûne, comment on se retrouve à Kippour, exactement. Donc en gros, on tient, grosso modo, 30 jours sans manger, 3 jours sans boire, 3 minutes sans respirer. Bon, c'est juste pour vous donner... 3 minutes, c'est beaucoup moins. En fonction des gens. Alors, le jeûne, ça existe quand même dans toutes les cultures et dans toutes les religions. C'est vraiment une idée spirituelle avant tout, qui est celle de nous dégager et de nous détacher au maximum des événements matériels. Une évidence, on mange mal et on mange trop. Ça, c'est vraiment pas nouveau. Il n'est marqué nulle part qu'il soit nécessaire de prendre un petit déjeuner, un dîner, voire les deux petites collations de 11h et 17h. Ça, c'est marqué nulle part. Et donc, de ce fait, le jeûne se présente comme une façon de reposer notre corps, de le restaurer et puis de renforcer nos défenses. D'accord, le jeûne pour renforcer notre corps, nos défenses, mais comment ça marche? Alors comment ça marche? On est tout humain que nous sommes, nous appartenons à une espèce, on va dire animale, certes évoluée, et du temps où on n'avait pas de supermarché ou de facilité pour manger quand on avait faim, l'espèce humaine, elle était nomade et elle se déplaçait de contrée en contrée, et lorsqu'elle rencontrait à manger, bien elle se nourrissait, et le reste du temps, elle se mettait en économie, et pour autant, elle n'en mourait pas. Donc ça, c'est une donnée. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, à manger trop, en fait, on s'intoxique. Donc le principe du jeûne, c'est mettre son corps au repos, sans rentrer dans les détails biochimiques de ce qui va se passer dans le corps, pour redonner au corps la capacité ancestrale qu'il avait à se défendre. Donc ça, c'est une idée qui est assez intéressante, c'est-à-dire que si on nous laisse en fait nous reposer, nous détoxifier, on va non seulement pouvoir se défendre contre les infections, mais on va pouvoir activer ce qu'on appelle nos systèmes de réparation naturels. Pas plus fragile, au contraire, non, de ce qu'on pourrait pas imaginer. du tout. On va se mettre en mode économie. On va se mettre en mode économie. Nos cellules se renouvellent à tout moment. Ça se voit pas, mais au moment où vous me parlez tous autour de cette table, eh bien, on se renouvelle à 10%. Ça ne se voit pas, mais j'ai 10% de mes cellules qui se renouvellent au moment où je vous parle. On est tous égaux là-dessus ou... Dans les mêmes tranches d'âge à peu près. Les enfants beaucoup plus. Moi, je suis à 15. Voilà. Et les personnes âgées beaucoup moins, évidemment. Donc, quand ces cellules se multiplient, elles font
évidemment, il y a des erreurs quand elles se multiplient, mais on a des filtres naturels qui permettent en fait de contrer ces erreurs. Donc plus vous mettez le corps au repos, plus il va activer ces filtres naturels de réparation d'erreurs, et du coup, on va rester en bonne santé, sinon ça va être la porte ouverte aux infections et à l'apparition de maladies. Donc on doit faire des jeûnes régulièrement? Il y a des lieux pour ça? Il y a des lieux pour ça, absolument. Il y a des cliniques de jeûne. Il y en a en Suisse. Ça coûte cher, une clinique de jeûne? Alors, non seulement ça coûte cher, mais en plus, on mange pas. Bah ouais, c'est vrai. Inclusif, tu manges pas, tu bois pas. Non, mais c'est vrai. Alors, il y en a en Suisse, il y en a en Allemagne. Alors, en France, il n'y en a pas, mais par contre, on propose des randonnées en jeûnant. Ça coûte super cher et vous ne mangez pas, hein, vraiment. D'accord, ok. En Je vois revanche- qu'Audrey acquiesce beaucoup. Avec... J'acquiesce pas la musique, oui, c'est vrai, j'écoute, j'aime beaucoup. Et j'en ai fait un aussi, et c'est vrai que c'est assez incroyable. Quand on ne mange pas, on a une pêche d'enfer avec 3 à 4 heures de sommeil et on fait 10 km par jour. Avec de la boisson, avec ta boisson. Avec la boisson. De l'eau, pas de boisson sucrée, rien. Pas de juste coca, l'eau. d'accord. Et puis après t'être éclaté avec tes potes en train d'aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, en général, tu rentres et ce qu'on oublie de dire, c'est que tu prends ton frigo, tu l'éclates. Non, D'en haut, en bas, assis. Je sais pas. Après, ça dépend de compenses. l'objectif. En tout cas, j'en ai trouvé un en Israël. C'est pas une clinique de jeûne, c'est un centre de jeûne avec le beau slogan vous êtes votre propre docteur, pour dire que vraiment on est proactif dans notre système de santé. En tout cas, ça accueille des personnes évidemment sous surveillance médicale et qui souffrent de maladies inflammatoires ou chroniques type allergie. Ça marche sur l'asthme, ça marche sur les migraines, sur les maladies auto-immunes, sur les rhumatismes, ça marche très bien. Le principe, c'est qu'au bout d'un moment, quand on se met en économie, on va avoir une augmentation du cortisol, qui est l'hormone anti-inflammatoire de référence. On va avoir une augmentation de la dopamine et de la sérotonine, qui sont les hormones de bonne humeur et de bien-être, d'où cette sensation de plénitude. Oui, il n'y a qu'à voir les anorexiques, en général, elles pètent la Ça forme, n'a rien un à sourire voir, ça n'a incroyable. rien à voir. Non, les anorexies, c'est autre chose, voilà. Voilà, d'accord, ok. On peut perdre du poids? Alors la question, question qui intéresse, la logique c'est dirait oui, est-ce mais- que jeûner pour prendre du poids, c'est une bonne idée? Moi, j'ai envie de vous répondre. Est-ce que vous avez déjà perdu du poids à Kippour? Voilà. Premièrement. Alors, donc non, aucun intérêt, vraiment aucun intérêt. Alors, c'est vrai que les cliniques de jeûne, de temps en temps, elles accueillent des mannequins filiformes qui sont complètement flippés à la veille des défilés de ne pas rentrer dans la taille 34. Mais en dehors de ça, l'objectif principal, c'est vraiment la recherche d'un équilibre global corps et esprit. Voilà. Donc prudence, évidemment, toujours un avis médical. Il y a des maladies qui sont contre-indiquées, mais on s'en doute, évidemment, les diabètes, tout ce qui est obésité, tout ce qui est maladie du métabolisme, c'est non. Et d'ailleurs, ils interdisent ceux qui ont des troubles de comportement alimentaire. On ne peut pas Aussi. faire un jeûne si on est... Voilà, aussi, il faut être quand même sur un terrain. Oui, parce qu'on vient... Exactement. Et puis On bien rentre entendu, pas le en- choix du lieu dans lequel on s'inscrit, puisque toutes ces cliniques sont sold out, c'est booké en permanence, Ah mais ouais, ça ne c'est garantit pas forcément le niveau de l'endroit dans lequel on est. Il y a des, Ouais. il y a des débordements et des pratiques un peu Il y a dangereuses. des débordements. En tout cas, il y a une étude qui est très très sérieuse, qui est sortie dans le journal Oncologie du mois de janvier, qui dit quelque chose d'intéressant, qui dit que, alors ce sont des femmes qui ont eu un cancer du sein, d'accord, mais on peut l'extrapoler et transposer entre guillemets au sujet sein qui n'a jamais été malade. Les femmes qui ont eu un cancer du sein, si elles font un jeûne nocturne, il faut dormir, un jeûne nocturne de 13 heures, ça réduirait de 36% le risque de récidive du cancer du sein. Aujourd'hui, c'est vraiment une thérapeutique post-cancer du sein. C'est-à-dire qu'en l'extrapolant, en le transposant sur un individu sain, on peut tout à fait imaginer de dire je fais 13 heures de jeûne par nuit. C'est un peu compliqué, ça suppose finir de manger à 8 heures et reprendre son petit-déj le lendemain à 9 heures. Et donc en fait, on envoie bouler tout ce qu'on dit, il ne faut jamais sauter de repas. C'est Alors l'inverse, hein, voilà, on saute leur repas du non, soir, c'est on plutôt ne bien. saute pas, on le mange tôt et on prend le petit déjeuner, on décale un tout petit peu. En conclusion donc, nouvelle histoire entre guillemets, on ouvre une nouvelle page un peu de la médecine. On considère vraiment l'approche globale corps-esprit plutôt que la vision d'un corps compartimenté. Ça, c'est la première chose. On sait, en tout cas, en cancérologie, où j'ai la chance de travailler, dans les cercles médicaux et pharmaceutiques, on commence vraiment à chuchoter que le traitement de demain, ce ne sera pas que le médicament. Docteur Larare, tout ce qui est autour de la nourriture, manger, pas manger. Évidemment, c'est à différencier des troubles alimentaires qui sont très fréquents chez les jeunes femmes, puis les femmes. Et puis, ce qu'on peut dire aussi à propos de ces approches nouvelles du bien-être, du soin, c'est qu'il faut rappeler, vous l'avez fait, mais j'insiste beaucoup, et il faut rappeler que on doit d'abord s'appuyer sur la médecine conventionnelle. Parce que beaucoup de gens fantasment que ces médecines ou ces façons de prendre soin de soi vont
leur permettre soit de ne pas avoir besoin de médicaments, soit s'ils sont malades de se guérir autrement. Et on a parfois des situations catastrophiques de gens qui fantasment voilà, il n'y a pas besoin de soigner de façon Avec classique. des médecines alternatives, ils vont guérir des maladies graves. Quoi, Exactement. Ce qui n'est pas raisonnable. Et ça fait écho à tout le mouvement très paranoïaque et complotiste qu'on voit autour des vaccins et même des chimiothérapies, où beaucoup de gens dans les réseaux sociaux relayent des informations plus délirantes les unes que les autres, expliquant que les vaccins, c'est d'abord néfaste, que les chimios tuent. Évidemment, on meurt souvent avec des chimiothérapies quand on est en cancer en phase terminale, mais il faut rappeler aux gens que 95% des leucémies sont guéries grâce aux chimiothérapies, et que sans chimiothérapie, eh bien, tout le monde y passerait. Après, aujourd'hui, on a quand même des critères de distinction avec l'oncotype, par exemple, dans le cancer du sein, qui permet effectivement de réduire de 40% les chimios qui ne seraient pas nécessaires quand un risque de récidive est inférieur à 5%. On se dit, on n'y va pas. Parce que le rapport bénéfice-risque ne sera pas intéressant. Ce que vous dites, c'est indiscutable, mais vous dites bien le risque de récidive. Ça veut dire, on est déjà... C'est ça qu'il faut expliquer aux téléspectateurs. C'est un risque de récidive. On est déjà soigné. C'est-à-dire que là, on peut discuter quelque chose sans traitement, mais sans traitement préventif. On est déjà guéri. Grosse ambiance pour votre émission spéciale Hanouka. Vraiment. Il a cherché. Hein. Merci, Laurence Namani-Charbit. Plaisir. Merci beaucoup. Merci, Raksamer, à vous. Olivia, alors, on va parler effectivement des bons plans pour Hanouka et pour les enfants. Oui, pour les enfants et pas que. Alors, direction Ashdod. Tout d'abord avec ce festival hors israélien, c'est au Centre des Arts. Alors vous pouvez toujours découvrir les meilleures performances et les comédies musicales, Robin des Bois, Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles. Et puis sachez que dans l'ensemble des musées d'Ashdod, de nombreux spectacles, des ateliers, des visites guidées sont organisés à l'occasion de Hanouka. Tout ça à petit prix. Alors il y a dans le reste du pays? Oui, on va partir à Natania, on n'est pas très loin. Oui. On y est d'ailleurs, avec un allumage des bougies chaque soir dans un lieu différent. De nombreux spectacles. Demain soir par exemple, vous avez un allumage des bougies en direct de la radio Emtsa Aderer. 90 FM, oui, un concert avec orchestre, 10 shekels la place. Mercredi à 18h, Hanouka, c'est pour les grands et les petits aussi, avec des chants, des jeux de société, plein de surprises. Et puis juste après, rendez-vous à 20h au Echal à Tarbout pour le concert Ani Choser à Baïta. Je rentre à la maison, avec notamment Doron Mazar, le Toto Coutonio israélien, avec au programme des chansons françaises, russes et israéliennes. C'est 20 shekels par personne, donc c'est très raisonnable. Et puis sachez que dans tout le pays, en tout cas la plupart des matnassim, ce sont les centres communautaires, les bibliothèques également de la ville organisent des activités avec allumage des bougies. Olivia, vous avez prévu de les mettre sur la page Facebook? Évidemment, elle sera sur la page de l'émission. Bienvenue chez vous. Vous allez retrouver toutes les infos. Ça, c'est très bien. Docteur Lara, rebonsoir. On va parler de l'ALIA Boeing. Ça dit beaucoup de choses à tout le monde. L'ALIA Boeing, un phénomène réel que vous trouvez inquiétant? Et je trouve, depuis que je suis arrivé et que je reçois des familles en consultation, que c'est un phénomène qui est particulièrement difficile, cette fois, pour les parents. Juste avant, qu'est-ce que c'est? L'ALIA Boeing, je ne sais pas s'il y a une définition en petit Robert, mais grosso modo, c'est en règle générale le papa, bien qu'il y ait des mamans qui le fassent, en règle générale le papa qui part travailler en France avec deux grandes formes, soit le cycle court où ils partent 3-4 jours et ils reviennent jeudi et font Shabbat, etc. En Israël, ou bien on a d'autres formules où ils partent beaucoup plus longtemps, une semaine, parfois 2 semaines, parfois 20 jours, j'ai rencontré aussi, et donc ils passent beaucoup moins de temps avec leur famille. Il y a beaucoup de familles dans ce cas-là? Écoutez, il faudrait voir les statistiques, je ne vais pas vous mentir, je ne les connais pas. En tout cas, il y a beaucoup de familles qui arrivent en consultation dans ce cas-là. Donc ça veut dire que c'est problématique souvent pour la famille. En tout cas, le psychisme, c'est comme une corde. Quand on tend la corde, qu'on la met sous tension, là où il y a des petites failles, eh bien, ça risque de craquer. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ALIA Boeing, ça va mettre sous tension une famille. Parce qu'on n'est pas dans des circonstances classiques et confortables. Donc, toutes les petites aspérités, toutes les petites difficultés que rencontre une famille normale, ben là, elles vont prendre des proportions plus importantes.
Je peux me permettre juste d'interrompre une seconde parce que ça me paraît important pour les téléspectateurs qui nous regardent d'expliquer ou même de rassurer et de ne certainement pas complexer les familles qui sont dans ce cas-là. Là, on est en train de parler de ce concept, mais c'est souvent des gens qui sont obligés de faire ça ou qui se sentent obligés de faire ça pour maintenir un statut économique et, voilà, et un niveau économique. Oui, pour leur famille. d'ailleurs, ça pose souvent la question de l'intérêt de l'ALIA sur le plan familial. Je suis psy, je juge absolument aucun choix et je suis personne pour dire si ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, etc. Vraiment, c'est juste l'analyse psychologique de ce que ça peut générer. Et encore une fois, c'est pas pour les enfants que je suis inquiet quand je vois ces familles arriver, c'est plus pour le père et pour la mère pour des raisons différentes. Le couple. Oui, alors le couple, mais chaque individu aussi, parce que c'est évident que le couple est mis en tension, en danger, qu'il est moins ensemble, etc. Mais ce que je découvre depuis que je travaille avec ces familles-là, c'est qu'il y a une attaque de la fonction paternelle qui est assez forte, je vais vous expliquer pourquoi, et puis qu'il y a un manque de reconnaissance aussi ressenti par les mamans pour tout ce qu'elles font. En pratique, elles s'occupent des enfants en permanence, elles ont peu de moments sympas avec les enfants parce qu'il y a trop de choses à faire et qu'elles ont des enfants qui vont beaucoup les solliciter. Donc elles sont dans une tâche quotidienne assez ingrate. Et il faut les rassurer et les féliciter, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est ce qui construit l'enfant, hein, d'avoir une maman qui s'occupe en permanence de lui, qui lui offre tout ce qu'il faut pour que sa vie soit complète, saine, et qu'il ait ses affaires pour aller à l'école, etc. Donc même si l'ambiance n'est pas très funky, même si maman elle a l'impression de faire la mégère, etc., qu'elle ne s'inquiète pas, l'enfant, fondamentalement, il se construit avec ce qui capte de l'intention maternelle et donc de la bienveillance et de la motivation de la maman pour que les choses se passent bien. Donc encore une fois, pour l'enfant, je suis rarement préoccupé. Mais pour ce qui est par exemple des pères, eh bien, on voit souvent des pères qui se sentent mis à l'écart et qui se sentent appelés uniquement pour les problèmes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent et je déconseille aux mamans d'appeler le papa pour faire la police, pour plein de raisons. Et je trouve que ce petit élément, cette petite vignette, elle montre bien les problèmes de l'ALIA Boeing et les risques de cercle vicieux. Je m'explique. L'enfant va être intenable. Maman, elle va menacer, si elle n'arrive pas à le gérer, d'appeler papa. Papa, il va finir par décrocher, il est au travail et qu'est-ce qu'il peut faire au téléphone avec le petit qui ne veut pas le prendre, qui pleure, qui hurle et la mère qui est aussi très énervée. Grosso modo, il ne peut pas faire grand-chose. S'il fait le gentil en promettant quelque chose, un cadeau, il essaye d'acheter la paix, la mère va être fâchée parce qu'elle va avoir l'impression que voilà, c'est bien moi la méchante et tu m'as bien discrédité. Et s'il se met à crier, probablement déjà, il perd son job et son contrat parce qu'il est avec les Japonais en réunion en train de crier comme un taré, donc ça marche pas. Et puis c'est évidemment totalement inefficace. Et ce qui sort en général de ce coup de fil, quand tout le monde raccroche, c'est que le père n'a plus envie d'avoir des coups de téléphone, il les redoute, et donc il va pas forcément appeler à la maison. Et souvent, il se décroche du quotidien, il se décroche des devoirs, il se décroche des problématiques dans lesquelles il devrait être, parce qu'il redoute beaucoup ce genre de coup de fil, règlement de compte. Il faut appeler tous les jours à la maison, mais il faut prendre un vrai temps pour appeler. Et il faut que le parent puisse parler à chaque enfant de façon individuelle. Quelques minutes. Comme s'il était présent dans la maison. Exactement, parce que c'est comme s'il rentrait du travail et qu'on lui disait, voilà, on va tous les mettre là et tu leur fais la peau parce qu'ils m'ont rendu dingue pendant 15 minutes. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire de positif. Donc ce qui est important, c'est que, encore une fois, on ait du temps pour parler à nos enfants. Et bon, ok, on n'est pas là présent physiquement, mais on peut être là présent psychiquement. Et encore une fois, si les moments sont trop conflictuels, eh ben, on voit bien que les papas redoutent ces moments-là. Et finalement, ils reculent le moment pour appeler. Et ils appellent un tout petit peu, brièvement, et ça frustre beaucoup les enfants qui étaient en demande de présence paternelle. Ouais, vous disiez que c'est vrai que c'est une difficulté pour le père, pour la mère. Je pense que pour les enfants, on souffre aussi parce que
Ils ont besoin aussi un petit garçon a besoin de son père, a besoin de jouer au foot avec lui de temps en temps, quotidiennement, de l'avoir près de lui, d'avoir autre chose peut-être que cette bienveillance de la maman, cette tendresse, ce qu'il peut avoir au quotidien qu'il n'a pas forcément. Est-ce qu'ils en souffrent pas quand même? Écoutez, c'est comme pour un divorce. Il y a des modes de garde. Et quand un enfant va être en garde alternée ou en garde partagée, eh ben, il ne va pas voir un de ses parents pendant plusieurs jours. Et on peut devenir président des États-Unis ou président de la République française en ayant des parents divorcés. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait de ne pas être en permanence avec ses parents n'empêche pas de se construire très bien sur le plan psychique. Il ne faut pas que les parents, comme disait Judith, il ne faut pas que les parents qui font la lia Boeing culpabilisent et aient l'impression qu'ils abîment le psychisme de leur enfant. Encore une fois, ils rentrent, ok, et puis ils vont s'en occuper quand ils sont là le week-end. Mais c'est la présence psychique qui est importante, c'est-à-dire que papa il soit au courant du contrôle qu'il y a eu aujourd'hui, il soit au courant du quotidien, de la prise de sang qu'il y a eu, que ça, il soit pas complètement ailleurs, qu'on sache que papa va être au courant de tout et qu'on va en discuter avec lui chaque jour. C'est-à-dire que même étant absent, il reste très présent, si Exactement. je résume. Maintenant, je vous suis dans l'idée qu'avoir de l'autorité, c'est pas forcément être autoritaire. On peut avoir de l'autorité, même à distance, etc., que chacun ait sa fonction. Pour le vivre, je peux vous dire que ça enrichit chaque enfant d'être individuellement, par certains moments, avec un parent. Absolument. Seulement, et sans que l'autre ne vienne interférer. À part ça, mais là, disons que ça n'engage que moi. Un papa qui se retrouve avec les enfants, il prend part au fur et à mesure aux tâches ménagères, et ça, c'est pas dommage. Maintenant, ma vraie question, c'est que peut-être que je me fais un schéma, mais pour moi, la maman, c'est un peu plus la douceur, entre guillemets, bien qu'il y ait des mamans qui ne soient pas douces, et le papa, c'est un petit peu le respect de l'ordre. Pour moi, dans des structures des enfants, ça se passe un peu comme ça. Il faut quand même qu'il y ait un peu de respect de l'ordre. Est-ce que cet équilibre-là, ou peut-être que je me trompe, n'est pas un peu floué par ces déplacements Non, je crois... Je vais très honnêtement, je pense que les fonctions parentales dépassent largement ces deux éléments, largement, et que c'est extrêmement réducteur de penser l'homme en termes d'autorité et la mère en termes de douceur. Et d'ailleurs, c'est tellement réducteur que si on se voit, nous, dans nos familles, on voit bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Et il faut que la maman puisse faire preuve d'autorité. D'ailleurs, il faut que la maman puisse punir l'enfant et qu'elle n'ait pas besoin d'appeler le papa à la rescousse. Sinon, ça veut dire qu'elle est insuffisante pour élever son enfant. Et donc ça, c'est problématique. Donc, le papa doit pouvoir offrir de la tendresse à ses enfants quand il est avec eux, il doit pouvoir être maternant quand ils ont besoin d'être maternés, et la mère, elle doit pouvoir aussi cadrer les enfants si c'est nécessaire. Et encore une fois, si on fait appel au père pour ce genre d'éléments négatifs, eh bien, ça va très souvent créer des relations un peu toxiques entre le père et la mère, parce que le père va en vouloir à la mère d'être appelée pour ça, et la mère va en vouloir au père de ne pas donner la réponse qu'il espérait. Oui, mais je me permets quand même de rebondir une dernière fois sur ce que vous venez de dire, puisque vous êtes quand même de toute façon en train de mettre une position et une figure de père qui est déjà dans un acte passif, puisqu'on fait appel au père pour lui demander d'être autoritaire. Donc on est quand même face à une maman, comme vous l'avez décrite, qui est débordée et qui n'a plus le choix. Donc moi j'incite et j'invite nos hommes devant leurs écrans à ne pas hésiter à prendre leur place depuis leur contrat. Il y a FaceTime, il y a les vidéocalls, et puis de ne pas attendre tout court que ce soit l'appel positif ou négatif, l'appel pour se faire crier dessus ou pour un gros moment de kiff, mais tout court, même eux-mêmes, avant d'imposer même leurs règles dans leur foyer, même s'ils sont à distance, ne pas attendre de la maman qu'elle en arrive à supplier ou à pleurer ou à attendre de l'aide. Il faut vraiment que, là pour le coup, en effet, le schéma des parents était peut-être un petit peu réducteur tout à l'heure, mais en effet, pour le coup, si on revient sur la place tout simplement de l'homme dans son foyer, n'hésitez pas, messieurs, à reprendre votre place. Mais c'est la présence psychique, c'est la présence... être là, discuter avec les enfants, qu'on soit là physiquement ou qu'on soit là au téléphone, on peut être là. On a tous connu des pères qui sont là mais qui ne sont pas là, qui sont avec le journal, qui s'occupent de rien. Et alors là, pour le coup, eux, ils incarnent l'autorité. Ils font fait du bruit, ils sont très sévères, etc. Ça donne des enfants épanouis ? Je ne crois pas du tout. Donc c'est
être un bon parent, on peut l'être en faisant l'Alia Boeing. Le petit élément que je voulais mettre en lumière, c'est que les pères se sentent souvent accusés de mal faire les choses et donc se sentent souvent abîmés dans leur fonction paternelle, et les mères ont l'impression qu'il y a une véritable ingratitude qui leur est faite. Et je voulais mettre ça en lumière parce que malheureusement, derrière, ça peut faire des couples qui se cassent alors que les deux font beaucoup de sacrifices pour que les choses se passent bien. La mère fait beaucoup de sacrifices et le père, eh ben, il est en train de travailler, il n'est pas en train de jouer au flipper et il aimerait probablement aussi être à la maison avec ses enfants. Voilà, on voulait mettre en lumière effectivement ce sujet qui est très intéressant. Merci Dr Lara. On va accueillir maintenant un géophysicien, journaliste scientifique, Ethan. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Alors, on va parler d'une chose étrange. C'est un peu de nature et ça se passe dans les montagnes de Jérusalem. C'est ça. Une araignée géante que vous êtes allé voir pour nous. Vous avez photographié, on va voir les images dans un instant. C'est Spider-Man qui habite à Jérusalem, c'est quoi? Alors ça, c'est pour la chronique cinéma. Là, par contre, dans la réalité, c'est pas une araignée géante, mais effectivement, pour tous les... C'est un phénomène original. Tout ce qui est le plus original, puisque c'est un phénomène sans précédent, en tout cas par son ampleur ici en Israël, et on va dire rarement égalé dans le monde, puisque on a rarement vu ce type de phénomène. Il s'agit de la colonisation des rives de la rivière Sorek dans les montagnes de Jérusalem, cette rivière qui va dans les montagnes de Jérusalem et qui va se jeter au nord d'Ashdod dans la mer Méditerranée. Et donc ces rives, ces berges ont été totalement colonisées par, non pas une araignée géante, mais par des millions d'araignées, pour former ces espèces de toiles immenses qui recouvrent, qui étouffent, on va dire, toute la végétation, et pour donner lieu à un paysage, vous avez dit, étrange. Alors, nous sommes tous, vous l'avez dit, hein, c'est le cadeau que je vous ai apporté, arachnophiles ici. Vous avez tous ces araignées, c'est pour ça qu'on fait cette chronique maintenant pour Hanouka, c'est le cadeau que j'ai à vous proposer en tout cas. Je dis que je suis phobique en plus, là, depuis tout à l'heure, je regarde partout à droite, à gauche. Alors, non, mais il n'y a pas de on peut voir déjà des images, on peut voir des images. Vous savez quoi, regardons d'abord les images. Après oui, parce qu'il faut voir ces images. Vous pouvez les commenter. Donc on voit là. Alors ce que vous voyez, ce sont des toiles, donc vous voyez donc des drapés qui entourent toute la végétation. C'est une impression un peu étrange. On se croirait dans un film peut-être irréaliste d'Harry Potter ou bien dans un film un peu cheap comme ça qui fait peur. Et on vous l'a dit, hein, c'est effectivement le cauchemar des arachnophobes et puis le paradis des arachnophiles, puisqu'il y en a, et beaucoup de gens sont venus visiter ce site en cette période. Racontez-nous comment ça se passe, c'est quoi ce phénomène? Alors c'est un peu une aberration de la nature, et puis l'homme n'y est pas pour rien, on va dire. Alors ce qui se passe, c'est que ces araignées vivent sur des berges, elles aiment les milieux humides, aquaphiles, et il se trouve qu'en amont de cette rivière se trouve une station d'épuration. Voilà, station d'épuration de toutes les eaux usées de Jérusalem, qui après avoir traité ces eaux, les rejette dans la rivière, ce qui fait vivre aussi la rivière. Mais donc ces eaux sont chargées en matière organique, et cette matière organique va attirer des larves de moucherons. Et ces larves, lorsqu'elles vont éclore, mais je crois que Judith se sent pas bien, ça va aller. Elle adore la... C'est que des images, regardez. Et donc, lorsqu'elles vont éclore toutes ces larves et ces moucherons vont s'envoler, eh bien, les araignées sont là pour les attraper et les manger. Alors, ce qui se passe, pourquoi ça s'est développé dans une telle ampleur? Eh bien, parce qu'il n'a pas plu depuis longtemps. Et le réchauffement climatique n'y est pas pour rien. Et donc, elles ont eu beaucoup de temps pour tisser leur toile. Et donc, ces superbes drapés de soie qu'on peut ici admirer, pour former ce paysage dont on a parlé, sont un piège mortel évidemment pour ces moucherons et qui servent de nourriture à toutes ces millions, puisqu'on parle aujourd'hui, ce sont les entomologistes ils n'ont pas compté, mais en tout cas ils ont évalué à plusieurs millions les quantités d'araignées qu'il y a sur les berges de cette rivière. Alors derrière cette petite araignée, elle s'appelle d'ailleurs en hébreu la pygionite, hein, et en français, puisqu'on parle à des Français, donc la Tetragnathidae. Mais c'est beaucoup plus clair. Voilà, c'est beaucoup plus clair maintenant. On va l'appeler l'araignée. Voilà. Donc, donc, elles ont colonisé ces berges. Ce qui est intéressant de dire, c'est premièrement, c'est un signe du réchauffement climatique. Parce qu'il a fallu 8 mois sans pluie. Et on l'a vu, hein, on a eu un mois de novembre ici en Israël qui était digne d'un mois de juillet réussi en France, hein, vous vous rappelez. On est aujourd'hui en décembre, hein, on ne peut pas encore dire ce qui va se passer jusqu'à la fin décembre. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va sur un record de chaleur, en tout cas en Israël, c'est sûr. Donc un réchauffement climatique qui était d'ailleurs dernier. Alors je voudrais justement ouvrir une fenêtre sur cette toile pour dire qu'en parallèle est sortie une recherche, une étude qui a été publiée dans Nature, qui est le Graal, on va dire, des publications scientifiques, justement par l'Institut Weizmann, et qui montre qu'il va y avoir
la zone de désert, puisqu'on est ici très, très sensible au réchauffement climatique en Israël, c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce qu'on se trouve sur une zone aride, semi-aride, et donc la moindre fluctuation dans le réchauffement climatique va faire bouger la zone de désert de Be'er-Sheva à Tel Aviv, et ça, c'est pour 2030. Donc, 2030, on aura un climat type Be'er-Sheva en Israël. Ce sont les résultats de la dernière étude publiée par l'Institut Weizmann, qui est dans la revue Nature, donc qui est une publication mondiale. Donc ça, on ne va pas rentrer dans l'étude, mais enfin, ils ont modélisé et ça a fait l'objet de beaucoup de bruit dans le monde scientifique aujourd'hui. Et très belle réussite. Alors là, ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a dit, d'où vient la nourriture? Ben justement de ces effluents. Et c'est peut-être l'occasion de préciser qu'en Israël, justement, les effluents, les eaux usées, là, en l'occurrence, elles sont rejetées dans cette rivière qui la font vivre. Mais pour la plupart, 75%, et c'est un record mondial, des eaux usées en Israël sont réutilisées, sont recyclées, principalement dans l'agriculture. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, le gouvernement veut aller jusqu'à 95% pour l'horizon 2030. Mais de ce point de vue-là, il faut savoir qu'Israël est le premier réutilisateur, on pourrait dire le premier recycleur d'eau usée au monde. Donc ça, c'est le bon point. Donc il y a une mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Et puis voilà. Alors on a parlé d'arachnophobie, vous avez dit qu'ici ce n'est pas le cas, hein. Tout le monde aime les araignées. D'ailleurs, j'en suis fan. D'ailleurs, vous aimez? J'adore. Ah ouais, alors non, c'était une vraie blague. Alors vous nous avez ramené là. Oui, mais si, Magique, regardez, elle est. Elle arrive des montagnes de Jérusalem. Est-ce qu'il y a un médecin dans la Il y a un médecin qui est là. On va la voir. C'est une peut-être blague. expliquer du. Elle est vivante ou elle est morte? Non mais je veux pas, d'abord vous le faites Non, mais peur. moi je suis vraiment D'abord vous le phobique. faites. C'est-à-dire que vraiment. Non, mais vraiment. Non, mais il n'y a rien, c'était une Voulu. Non, mais vous allez Non, la moi, j'aurais bien aimé voir. Vous allez la traumatiser. monsieur Vous êtes très docteur tarentule, Lara. vous, j'ai l'impression. Non, moi je ne suis pas particulièrement phobique. La phobie est une conversion hystérique. Voilà, Donc c'était bon, peut-être hystérique. Non, C'est pas vrai, je rigole. Non, mais c'est peut-être l'occasion d'en parler justement. c'est L'arachnophobie, L'arachnophobie, c'est extrêmement fréquent chez les femmes. On sait Moi, bien. je suis les femmes, et encore une fois, bah. monsieur repart. Chez les femmes, c'est pas moi qui le dis, c'est Freud, mais peut-être que Judith Merguet et Freud auront un débat d'idées. Peut-être que Judith Merguet a des trucs à dire là-dessus. Mais globalement, c'est une phobie assez féminine et on pense, est-ce que je peux dire des choses comme ça le soir de Hanouka? On pense que dans le symbolisme, il y a quelque chose de phallique par ce personnage-là, cette main velue qui pique et qui pénètre le corps de la femme. Vous auriez parlé de serpent, je vous aurais cru, mais pour l'araignée, ça paraît un peu plus difficile, parce qu'ils ont quand même 8 pattes. On ne voulait pas, c'est Freud, il voyait un. Alors, il se trouve que cette Petragnathidae, elle est justement, c'est d'où son nom, elle est plutôt longiliforme. On peut la revoir là. Non, j'en ai pas amené parce que d'abord c'est une réserve naturelle et sûrement pas pris parce qu'il faut pas la traumatiser non plus, cette pauvre. Les araignées, c'est un objet qui peut être doublement phobogène parce qu'il peut être masculin et donc phallique, parce qu'il peut piquer, parce qu'il a des pattes, et puis il est aussi poilu, velu sur le dessus, et c'est aussi un objet phobogène maternel parce qu'il a quelque chose qui étouffe et qui vient faire une toile et avaler sa proie. Donc en fait, sur le plan du symbolisme, on a plusieurs raisons de faire des phobies et c'est une phobie extrêmement répandue. Merci, Etanadoc, d'être venu nous parler de cette araignée. On est désolé. Vous pouvez prendre une souvenir, en tout cas. Merci beaucoup. Effectivement, mais vous avez vraiment peur de... Moi, j'ai vraiment très peur depuis toujours de tout ce qui est insectes comme ça, voilà tout. Et ça va même jusqu'à la phobie des fruits de mer, puisque pour moi, ils me font penser à des insectes géants. Et finalement, voilà, quand on regarde une crevette, je ne sais pas, une crevette, un cafard, enfin voilà, c'est à peu près la même tronche. Faut consulter peut-être maintenant. Ouais. Vous pensez? Ouais. Non, si elle ne fait pas très sérieusement, les phobies, c'est un mécanisme de défense psychique. C'est une sorte de déplacement, d'angoisse. Comme si notre psyché se disait, tu sais quoi, toutes ces angoisses-là autour de la sexualité, de l'agressivité, etc., on va les mettre sur un truc très concret. Tu vas avoir, au lieu d'avoir peur de plein de choses de ta vie réelle, tu vas avoir peur des araignées. Bon, si on ne devient pas collectionneur d'araignées comme monsieur, a priori, c'est un bon deal et c'est pas la peine d'aller se soigner. Il faut soigner nos phobies quand elles sont envahissantes, sinon il faut les laisser tranquilles. Merci, Michael Lara. On va parler avec Laetitia. Dana, bonsoir. Bonsoir. Ah, vous êtes assise encore sur l'araignée, je crois. Voilà, c'est bien pour ça que j'ai cette tête-là. Comment ça va? J'ai des frissons, mais ça va. Et après, vous avez vu, on est 5. Ouais.
On est 5, c'est ça, j'ai bien compté. Et il y a 3 personnes qui ont peur des araignées. Ah non, mais le frisson, ça peut être de l'excitation, hein, c'est pas nécessairement de la peur. Non, mais vous ne seriez pas un peu macho sur les bords. Non, mais je vais vous expliquer, c'est très simple. Nous sommes 5, dont 3 femmes qui acceptent de reconnaître leur peur face à l'araignée, et 2 hommes qui se disent non, 2 hommes qui se prennent pour Spider-Man, je au PSG, je peux pas passer pour une... Attends, ouais. Et donc, ils n'osent pas dire que eux aussi, ça leur fait peur et c'est les désagréable. Ouais, c'est ce qu'on appelle le déni, et puis comme on veut pas avoir d'embrouille, on va dire d'accord. Alors en parlant d'embrouille... Alors d'embrouille, oui, la transition, elle est toute faite. Ouais. Voilà. On se pose des questions, savoir comment se passe la procédure de divorce en Israël. Bah oui, parce qu'à Hanouka, on adore parler de divorce. Non, mais c'est un sujet qui concerne. Ça fait 2 fois plus de cadeaux. Comment démarre-t-on une procédure de divorce en Israël ? Eh bien, depuis la loi du 17 juillet 2016, il y a une nouvelle phase qui a été mise en place en Israël qui s'appelle la phase de conciliation telle que nous-mêmes on la conçoit en France et telle qu'on la connaît, puisque avant cette loi de 2016, on allait directement au tribunal pour ouvrir un dossier de divorce, alors qu'aujourd'hui, on a décidé de prendre le temps d'essayer de résoudre le problème du couple au travers de 4 conciliations qui sont nécessaires et qui doivent se passer dans un délai de 45 jours. Donc pour ça, l'homme ou la femme saisit le tribunal via un formulaire à remplir, un formulaire qui est extrêmement sommaire puisqu'il n'y a pas lieu d'ores et déjà de détailler les demandes ou les griefs que comporte notre demande en divorce. On veut simplement ouvrir un dossier auprès du jugement de conciliation. Donc ça se fait soit auprès du tribunal des affaires familiales, soit auprès du tribunal rabbinique. Avec un avocat, l'aide d'un avocat ? Oui, avec un avocat. Alors c'est une matière très particulière qui ressemble pas vraiment à celle que nous on peut connaître en France. Elle a davantage de similitudes avec la procédure anglo-saxonne, puisqu'il faut savoir que le divorce israélien ressemble au divorce américain dans ce fait qu'il est assez vindicatif. C'est pas très simple de divorcer en Israël parce qu'il y a tout d'abord, pour saisir le tribunal, il y a une course qui se fait puisqu'il y a une dualité de compétences juridictionnelles entre le tribunal des affaires familiales et le tribunal rabbinique. Tout ce qui est matière de droit de la famille, forcément, relève de la halakha. Et le droit en Israël sur les matières de droit de la famille se partage entre 2 juridictions. Une qui est donc religieuse, puisque c'est la loi de la Torah, la halakha, et une autre qui est dite à vocation plus générale, qui est celle du droit pur. Donc, pour savoir quel tribunal est compétent, eh bien, c'est véritablement une course qui s'opère. Et en fonction de quoi on choisit vers quel tribunal on oriente sa demande, en fonction des griefs qu'on comporte. Vous allez me dire que c'est très archaïque, c'est un peu macho, ça va faire plaisir au docteur, mais le fait de dire que votre femme vous a trompé, vous allez avoir tendance à vouloir saisir le tribunal rabbinique, parce qu'une femme qui trompe son mari, c'est assez... voilà, on va la lapider, alors qu'un mari qui trompe sa femme... Et on n'est pas dans la caricature. Pas du tout. C'est pas phallique. D'accord. Qu'en est-il du contrat de mariage contracté en France, par exemple ? Alors, le contrat de mariage qui est fait en France, à partir du moment où vous êtes marié en France et que vous avez fait un contrat de mariage, il a une validité en Israël. Néanmoins, les lois n'étant pas exactement similaires, si vous avez passé suffisamment de temps en Israël, 2, 3, 5, 7 ans, en étant marié et que vous voulez dissoudre le lien du mariage, l'idéal, ce serait quand même de refaire un contrat de mariage pour qu'on puisse mettre à jour et que ce soit aux normes israéliennes, que ce soit conforme aux normes israéliennes. Donc il est valable, mais mon conseil c'est quand même d'en refaire un, c'est pas très compliqué et c'est pas très onéreux. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a été destinataire d'une assignation ? Alors, une fois que le jugement de conciliation a été rendu et qu'il y a donc une constatation de non-conciliation dans le couple, à ce moment-là, on saisit donc le tribunal, encore une fois, l'un des 2 tribunaux qu'on vient de citer, et la partie adverse reçoit une assignation. Cette assignation, il faut la prendre au sérieux, puisque selon la demande qui est posée, si c'est une demande de pension alimentaire, il y aura un délai de 15 jours de réponse. Si c'est une demande autre qu'une pension alimentaire, il y a un délai de 30 jours, délai dans lequel on est appelé à répondre aux conclusions qu'on a reçues. Ensuite, c'est un peu comme en France, c'est-à-dire qu'il y a un jeu d'échange de conclusions entre confrères, il y a des audiences qui se font devant l'autorité compétente, donc en l'occurrence le tribunal des affaires familiales ou le tribunal rabbinique. Et puis, on essaie d'atteindre Alors, qu'est-ce que le guet aussi ? Le guet ? Alors, le guet, c'est un peu plus compliqué dans la mesure Quel rôle joue-t-il dans la... Alors, dans la mesure où en Israël, le mariage doit passer par le mariage religieux. Il y a donc, d'après la halakha, un document qui ressemble à un contrat que le mari détient quand il se marie avec la femme. Il garde ce contrat. Et au jour de la dissolution du lien matrimonial, il est censé remettre cet acte à la femme pour la libérer de ce lien matrimonial. Malheureusement, force est de constater que cette procédure n'est pas
abouti, puisque aujourd'hui, les divorces sont prononcés au civil, même sont prononcés auprès du tribunal rabbinique, et le mari fait une sorte de chantage en détenant le guet. Et là, pour le coup, on ne dit vraiment pas sur le ton de la rigolade, parce que ça mène à des situations ubuesques, mais surtout à des situations dramatiques, puisque qu'est-ce que ça engendre comme conséquence? Ça engendre qu'une femme ne peut pas se remarier religieusement. Ça engendre le fait qu'une femme qui aurait une relation alors qu'elle n'est plus mariée, puisqu'elle a obtenu son jugement de divorce, mais qu'elle n'a pas on ne lui a pas restitué son guet, la femme pourrait être taxée d'adultère, et que, outre le fait d'avoir ce statut d'adultère qui, somme toute, peut ne pas froisser aujourd'hui au XXIe siècle, en tout cas, a un impact très difficile sur l'enfant, puisqu'un enfant qui naîtrait hors relation de mariage est un enfant adultérin, et à ce moment-là, il trimballe avec lui ce titre-là, et c'est très, très, très embêtant. Donc, depuis quelques années, le tribunal rabbinique a pris ce sujet très à cœur grâce à des associations féminines et grâce à des associations aussi, il faut le soulever, des associations religieuses, dites sionistes religieuses, qui ont une lecture de la Torah un peu plus féministe, se sont rendus compte de ce problème qui amenait à des drames et à des drames humains, et ils ont décidé de se saisir du problème. Ils ont porté le projet de loi à la Knesset, et il est désormais accepté que le tribunal rabbinique fasse une pression réelle sur le mari pour restituer le guet à la femme. Et ça se manifeste par quoi? Ça peut être des saisies sur compte, ça peut être des interdictions de sortie de territoire, il y a des cas un peu plus extrémistes où ça peut être des menaces un peu violentes. Donc aujourd'hui, on ne plaisante plus avec ça. La femme doit avoir le droit, à partir du moment où le divorce a été prononcé pour X ou Y raison, de récupérer sa liberté pleine et entière. Il n'est même pas question d'une lecture finalement plus féministe et plus moderne, puisqu'il est question d'une lecture plus halachique. À l'origine, l'homme qui refusait de donner le guet, le tribunal rabbinique avait le droit d'aller jusqu'au nombre de coups de bâton qui pouvaient l'emmener vraiment au châtiment corporel. C'est donc une non-lecture halachique qui, pendant les 20, 30, 50 dernières années, a fait que nos tribunaux rabbiniques n'ont pas su mettre les pressions. Tout à fait. N'ont pas su appliquer la halakha. Et on revient finalement à une lecture plus rigoureuse. Et il était temps, puisqu'en effet, ces abus ont poussé, comme vous l'expliquiez. Je vois que le docteur Lara. Non. Il boue. Alors on est obligé de dire un petit mot. J'étais en train de rigoler parce que je comprends que Judith veut qu'ils prennent des coups de bâton. Non, mais très sérieusement, j'ai eu des consultations comme ça, avec des femmes prises en otage par des maris qui les font. Pourquoi les hommes font ça? Parce qu'il y a une emprise. Les hommes, heureusement. Des hommes, évidemment. Des hommes font ça. Il y a des personnalités pathologiques, des personnalités narcissiques qui jouissent de l'emprise qu'ils ont sur l'autre. Oui, et puis aussi, pour être un peu juste, il faudrait dire que si la femme avait également certainement ce pouvoir de pouvoir remettre le guet à l'homme, on assisterait à la même chose. Voilà, on assisterait à des situations similaires parce qu'on reste somme toute des êtres humains et que forcément dans un divorce, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde et ça se passe pas toujours bien. Alors un élément, si je peux me permettre de rajouter un élément qui est important, il faut savoir que dans le cas des Olim, puisqu'on parle beaucoup des Olim, quand vous êtes marié selon le régime de la loi française, la question se pose quand vous avez fait votre allié et que vous souhaitez divorcer, comment ça se passe en Israël? Parce que dès lors, il y a un élément d'extranéité qui rentre en compte, à savoir un mariage sous un régime X et un divorce sous un régime Y. Alors il faut savoir que le mariage le divorce devrait se résoudre selon la loi du premier lieu de domicile du couple, en l'occurrence la France, s'ils ont été mariés en France et qu'ils ont résidé en France. Néanmoins, la Convention de La Haye vient faire une distinction pour les couples qui sont mariés avant 92, avant le 1er septembre 92, et ceux qui sont mariés après le 1er septembre 92. Et là, à partir de ce point-là, c'est tellement complexe que c'est pour ça qu'on fait appel à des avocats qui sont vraiment spécialisés dans le domaine du divorce, surtout quand il y a ce phénomène d'extranéité qui rentre en compte. Une question naïve, si les rabbins et les mouvements orthodoxes prennent ce problème à bras-le-corps et mettent des pressions sur le mari pour qu'il puisse délivrer le guet, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas la possibilité de l'annuler eux-mêmes, de le dissoudre, vu que c'est eux qui le donnent à la base? Il aurait fallu poser la question au Rav Cohen, mais il y a une explication d'abord, il y a plusieurs explications, mais il y a une explication très jolie qui fait que, en fait, l'homme, il n'acquiert pas sa femme quand il se marie. Parce que la notion de At Mekudesh et Li, c'est pas dans le sens je deviens ton Baal, ton propriétaire, comme on acquiert un appartement. C'est dans le sens je deviens ta moitié, on se complète, on ne fait plus qu'un. Nous sommes maîtres de nous-mêmes, puisqu'on va être maître de notre foyer. L'acte avait été donné à l'homme, puisque c'est l'homme qui devait acquérir la femme au travers d'une somme d'argent qu'il devait aussi donner. Il y avait dans l'équivalent qu'on connaît dans la religion chrétienne, par exemple, c'était la dot. Et si vous voulez, ce système a été perpétué pendant des années et des années. Et aujourd'hui, effectivement, c'est rentré dans les mœurs de dire que
on signe tous une ketouba. Dans cette ketouba, c'est marqué que l'homme doit racheter la femme si il divorce pour une valeur qui est din prota, qui est une valeur minimale. Mais somme toute, on a tous l'habitude de dire bon ben la ketouba reste là. Le jour où je divorce, ma ketouba ne vaut plus rien, mais il me faut récupérer le guet. Ça posait pas de problème tellement à l'époque, puisque si vous voulez, il n'y avait pas de divorce comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le divorce est devenu une solution très ancrée dans nos mentalités. À l'époque, la question ne se posait pas parce que le divorce n'était pas ancré. Et aujourd'hui, on est confronté à des problèmes de mœurs qui sont différents. Donc, le problème se pose à la rabbanoute. Donc, ne pas annuler le guet parce qu'il a une valeur religieuse et morale qui est très jolie, mais que voilà, ça demanderait plus de temps pour rentrer dans les détails. Mais néanmoins, aménager des portes de sortie serait beaucoup plus juste. Merci Laetitia. Avec plaisir. D'avoir parlé de ce sujet. Docteur Lara, c'est un sujet... Vous voulez que je me fasse frapper par tout le Non, mais justement... J'ai vraiment temps que ça évolue, quoi. Il est vraiment Non, Je suis d'accord. Non, bien sûr. Parce que je ne veux pas mourir. Pas ce soir, c'est Hanouka. On va aller sur quelque chose de beaucoup plus léger. C'est un coup de cœur d'Olivia Abécassis qui va nous parler maintenant d'un artiste, d'un groupe. Olivia. Oui. Un coup de cœur de la semaine? Oui, c'est une très jolie collaboration entre des artistes israéliens, des graffeurs, et un groupe irlandais que vous connaissez tous évidemment, U2 pour ne pas le citer. U2, oui. Hein. Alors, les graffeurs sont originaires de Haïfa. Le nom de leur groupe, c'est Broken Fingers Crew. C'est un collectif d'artistes urbains israéliens qui s'est formé en 2001. Les 4 membres ont d'abord recouvert certains murs de Haïfa et très rapidement, eh bien, ils se sont fait connaître sur les réseaux sociaux. Et face à leur popularité, eh bien, l'équipe s'est exportée à l'étranger très rapidement. Du graffiti, ils évoluent vers l'illustration murale, l'art graphique avec des flyers. Et ils s'inspirent notamment des BD, de super-héros, un art de pop culture un peu psychédélique. Alors un succès devenu mondial pour ce collectif. Et il y a quelques jours, les studios Universal les contactent. C'est pas n'importe qui, Ah ouais, c'est assez surréaliste. C'est ce qu'a déclaré le groupe sur son blog. Il y a une semaine, nous avons reçu un appel d'Universal disant que U2 voulait que nous créions une vidéo d'animation pour leur nouveau titre American Soul et qu'ils en avaient besoin en 7 jours. Alors Broken Fingers, le groupe a rapidement accepté évidemment et au moment de la nouvelle, bien, les membres étaient un petit peu répartis partout. Ils étaient en Inde, ils étaient à Haïfa et à Londres. Et bien depuis ces 3 villes, Rajasthan en Inde, la vidéo a été tournée donc en 4 jours. Travail intense pour ce groupe. Créer un clip, évidemment, pour l'un des plus célèbres groupes de rock au monde, ça n'arrive pas tous les jours, évidemment. Alors, vous pouvez retrouver ces célèbres graffeurs israéliens sur leur page Facebook. Le collectif est suivi par des milliers d'abonnés. Et à noter aussi que le comédien Sacha Baron Cohen, le rappeur Snoop Dogg, qu'on connaît tous, n'hésite pas à liker très souvent leur page et toutes leurs vidéos. Ça fait évidemment plaisir d'avoir des vrais artistes. Merci beaucoup Olivia de nous avoir découvert. Moi je ne connaissais pas, mais je suis ravi de l'avoir. Et puis rappelons aussi par ailleurs que U2 vient de sortir son 14e album, un opus écrit par le chanteur Bono. Bono. Merci beaucoup Olivia Abécassis. Nivadi nous a rejoint. Mais je suis bonsoir. là. Alors vous aussi vous nous faites redécouvrir des jeunes et des moins jeunes. Là cette fois-ci c'est pas jeune. Non, c'est Ehud Manor. C'est Ehud Manor qui est décédé il y a 12 ans. Ouais. Mais qui est vraiment, je crois que pour Hanouka, c'est une grande lumière de la culture israélienne. C'est exactement ça. C'est pourquoi c'est une lumière. Pourquoi d'abord on le connaît peu, effectivement encore une fois dans les francophones qui non, je pense qu'on le connaît parce que c'est des paroliers. Les paroliers ne sont pas très connus parce que c'est pas les grandes stars qui sont en face de la caméra. Mais il a quand même écrit plus de 1200 chansons très connues par tout le monde et je pense que même les francophones connaissent bien Ofra Haza, Yardena Razé et Boaz Charabé, et Ariel Zilberg et Sarit Haddad et tout le monde, Maté Kaspé. Il a écrit pour tout le monde. Tout le monde a chanté les chansons d'Ehud Manor et pour faire 1250 chansons, il faut écrire tout le temps et c'est incroyable de voir la qualité, la quantité des chansons qu'il a écrites. Et il a traduit des comédies musicales comme Air. Il a traduit beaucoup de pièces de théâtre. Il a traduit Air, qui était un grand succès. Il a traduit beaucoup de chansons françaises aussi, et anglaises, mais il aimait beaucoup la chanson française. Alors c'est lui qui a amené en Israël pendant les années 70, 60, 70. C'était en Israël, tout le monde adorait la chanson française. Aujourd'hui, quand on parle, malheureusement,
Quand je dis à des jeunes, je parle de chansons françaises, bon, c'est les chansons des années 60, c'est toujours… Voyage, je dirais, ouais, en Israël. Ils sont restés là-bas, mais c'est Ehud Manor qui a amené ça en Israël. Depuis, il n'y a plus personne qui a amené, mais ils connaissent tous Brel, Piaf, Brassens, etc. C'est connu en Israël grâce à Ehud Manor. Et alors, c'est quoi son secret là? C'est quoi? Alors, Ehud Manor, il était aussi professeur dans une des écoles où j'ai moi-même été étudiant et on parle beaucoup de lui comme quelqu'un qui écrit au moins 2-3 chansons par jour, qui était obsédé par les rimes et qui apprenait à écrire avec des rimes, c'est une chose incroyable. Et puis, c'est surtout l'amour d'écrire et d'apprendre aux jeunes comment écrire les chansons, ce qui était incroyable aussi. Et alors, il a sa chanson qui a remporté l'Eurovision. Bien sûr, alors ça, tout le monde connaît Abanibi, la c'est première qui a remporté l'Eurovision. On écoute là, regardez, on écoute Abanibi là, j'adore. Vous vous rappelez ça? Alors Abanibi, c'est… non, c'est vieux, mais c'est bien quoi. Je crois que c'était en 78. Alléluia, vous connaissez Alléluia quand même? Oui. Bah, Alléluia, c'était la reprise de Jeff Buckley, c'est ça? Alléluia, c'est l'année d'après. C'est l'année d'après. C'est pas ça. Mais Abanibi, non. Abanibi, c'était la première. Ils ont gagné chanson, 2 fois avec de suite. Israël Cohen, de suite. En gros, les Israéliens ont gagné l'Eurovision 2 ans de suite. C'était Mais est-ce qu'il faut être fier d'avoir gagné l'Eurovision? Quand même. C'était à l'époque, c'était bien. À l'époque, c'était bien. Aujourd'hui, oui. Donc c'était une grande victoire aussi. Sinon, il a écrit aussi de grandes chansons qui sont restées en Israël, vraiment, qu'on rechante tout le temps. Une d'elles est triste, celle qu'il a écrite pour son frère qui est mort pendant la guerre en 68, qui s'appelle Mon frère Yehuda, Chi Hatzair Yehuda, et qu'on rechante toutes les années à Yom HaZikaron, on rechante toujours cette chanson. Donc il a vraiment de toutes les sortes, beaucoup de chansons pour les enfants. Donc très connu et très très fort. Et quelle chanson vous connaissez-vous à la guitare? Ah, je connais beaucoup de chansons, mais… Est-ce que vous pourriez en jouer encore une fois? Bien sûr. On peut vous demander ça? C'est vrai? Bien sûr. Ah bah génial, alors on va amener une guitare. On va demander au réalisateur, Yohan Guetta, est-ce que c'est possible d'avoir une guitare? Y a-t-il une guitare? Et on va jouer. Je vais chanter une chanson qui s'appelle… et je vais vous apprendre une phrase, qui est d'ailleurs… voilà, c'est vite fait, voilà. Le micro. Qui est d'ailleurs le titre d'une des émissions en Israël. En li eretz acheret. Vous connaissez En li eretz acheret? Non, mais… Qu'est-ce que ça veut dire? Eretz Nehederet, vous connaissez, ouais. Alors Eretz Nehederet, ouais. Et En li eretz acheret, ça veut dire j'ai pas d'autres pays. Et, on va chanter ça, et ça s'appelle En li eretz acheret, c'est resté l'une des grandes chansons. Et Nous, on va la prendre en do mineur. Ok, d'accord, je fais ça en do mineur, pas de problème. Allez, on vous écoute. Non, vous allez chanter avec moi, je vais vous apprendre une phrase et je vais la chanter. En li eretz acheret, tu connais? רק מילה בעברית חודרת אלוקה אל נשמתי בגוף כואב ולב רעב כאן הוא ביתי לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניי Maintenant, on va faire 3 fois la phrase, d'accord? Pour vous, monsieur Lara. En li eretz acheret, en li eretz acheret. Et la fin, en li eretz acheret. Bravo, Nive. C'était très sympa. C'est doux, c'est beau. On tient un groupe là, à mon avis, le message était important. Le message est important, vous l'avez résumé. Merci beaucoup, Nivadi. Avec plaisir. D'être passé. Alors, vous aimez la magie? J'aime beaucoup. Eh ben, écoutez, c'est Hanouka, on va se faire plaisir, non? Avec plaisir. Okay. Alors, on va essayer de faire apparaître un magicien. En tout cas, moi, je vais essayer. Ça sera la première fois de ma vie. On essaye? Allez. 1, 2, 3. Waouh! Ça va? C'est pas mal pour une première. Yeah, Hein? j'adore! Et vous appelez comment? Bah, je suis Dan le magicien et on va essayer de tester des miracles ce soir. Car c'est Hanouka. On est là. Alors, on va commencer avec vous, Olivia. Avec plaisir. Alors, avant ça, j'ai ramené une ardoise avec un feutre. Oui. Je vais vous demander de la garder précieusement, d'accord? Très bien, c'est possible ça. Donc voilà, comme tout le monde a bien compris, on
on fête Hanouka ce soir. Et j'ai justement pour ça amené un petit bloc-notes. Avec dans ce bloc-notes plusieurs mots en fonction de la fête. Cadeaux. On peut montrer à la caméra? Bon, alors on va s'assurer, voilà Olivia, personne n'est complice ce soir. On n'est pas complice, personne. Voilà, en plus de ce bloc-notes, j'ai ramené aussi voilà, une boîte avec une prédiction. C'est un masque, ça, non? C'est une boîte. Et donc dans ce calepin, voilà, j'ai écrit plusieurs mots en fonction de Hanouka. Cadeau, Hanoukia, bougie, miracle, voilà, etc. Fête, toupie, fiole, huile. Il y a même Kayla, je crois. Grec, qui se lève, voilà. Souve-gagnotte. Alors voilà, je vais te demander de tendre ta main gauche. Voilà. Tu mets ta main droite par-dessus. Et à mon top, tu vas ouvrir une page au hasard. Top. Tu ouvres une page. C'est bon, tu as vu le mot? Ouais. Tu refermes le calepin. C'est fait. Et tu le jettes en arrière derrière toi. D'accord. Je vais te demander de noter ce mot. Ok. Et tu vas le montrer à la caméra. Voilà, je regarde pas. Je le montre à mes collègues ou pas? Tu le montres à tout le monde et tu le montres à la caméra. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon? Ok, c'est bon. J'efface, non? Ouais, tu peux cacher. Hein. Je le garde pour. Ouais, tu caches. C'est bon? Ouais. Ok, parfait. Alors, dans cette boîte-là, j'ai fait une prédiction. Bon, Olivia n'est pas complice. Hein. Non. Quel dommage. Alors, est-ce que le mot, c'est le mot huile? Non. C'était pas ça? Bon, c'est pas grave. ce qu'on va faire, j'ai ramené ici, là, une boîte d'allumettes. On va prendre, voilà. On va brûler ce papier-là. Ouais. Oula. Voilà, hop. Et on va recueillir les cendres, d'accord? Bon, vous connaissez tous l'histoire de Hanouka. Ouais. C'est la fiole d'huile qui dure à 8 jours. Donc ce que je vais faire, je prends les cendres comme ça. Et donc c'est depuis ce phénomène justement, de la fiole d'huile qui dure à 8 jours, qu'on fête, on célèbre Hanouka, ou plutôt la fête des Lumières. Ah, bravo. Oh là là. Est-ce que je peux montrer à la caméra le mot sur l'ardoise? Bravo. Attendez, c'est pas fini. C'est un champion. Pas mal. Ok, on n'est pas complices, hein? Non. Non? Est-ce que tu peux faire le vide dans ta tête, Stéphane? C'est bon, c'était rapide. Ça va pas être dur. C'était rapide. Ok, et tu peux penser à un mot en fonction de Hanouka? Oui. C'est bon, tu l'as dans ta tête? Oui. C'est quoi le mot? Je dis? Ouais. Miracle. Miracle. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe. Judith, est-ce que tu peux enlever? Voilà, il y a une enveloppe accrochée. Il y a une enveloppe qui est accrochée au pot. Voilà, une enveloppe, ou même une feuille, je crois que c'est une feuille. Et est-ce que tu peux montrer à la caméra le mot à laquelle il a pensé, Stéphane? Mais n'importe quoi. Bravo. C'est incroyable. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Alors, en parlant de miracle, on va essayer d'en réaliser un ce soir. On va essayer de tester le phénomène de téléportation. D'accord? Ah ouais, là, ça va loin, là. Ouais, ça va très loin. Alors voilà, on va... Voilà, j'ai ramené un petit cadeau parce qu'à Hanouka, on offre des cadeaux. Donc Judith, je vais te laisser se baigner, d'accord? Bon. Regarde, je t'explique comment ça va se passer. Si le phénomène de téléportation, il marche, je t'offre ce beignet. On fait comme ça? Allez, ça marche. Ok, donc pour l'instant, tu touches pas, c'est pas à toi, d'accord? Juste tu le gardes. Ici, il a pas une super gueule. J'ai ramené un jeu de cartes, d'accord? J'ai ramené un jeu de cartes. Donc je vous montre bien que toutes les cartes sont différentes. On peut voir à la caméra que toutes les cartes sont différentes. Est-ce que tu peux mélanger le jeu? Non, en fait, j'ai pas le temps. Non, je vais te demander, voilà, je vais te demander de me dire stop quand tu veux. Stop. Voilà, tu prends la carte, tu la regardes, tu la montres à tout le monde, tu la montres même à la caméra, voilà. D'accord. C'est bon, vas-y, montre-la. Tu me dis quand c'est bon. Tu sais quoi, je vais même la voir, c'est pas grave, je vais même la voir, ça change. D'accord. C'est quoi, c'est le valet de pique? Oui. Alors ce que je vais faire, je vais prendre le coin comme ça, du valet de pique. Hop, ok. Et, ouais, c'est ça exactement. Et je vais te demander d'ouvrir ta main, voilà. Et tu vas bien garder le bout. Tu peux garder bien le bout. Tu serres fort dans ta main, c'est bon? Alors regarde bien, je vais prendre la carte comme ça, là, juste là, et je vais la plier en deux. Ok? En 4. En 6. Ok? Vous n'avez pas un briquet par hasard? Ah, je crois que j'en ai un là. Je crois que dans ma poche... Ah non, ça doit être... Bah juste là. Hop. Non, c'est pas grave, je prends la carte comme ça, je fais 1, 2, 3, hop. Je
crois qu'il y a quelque chose. Je sens quelque chose là, une téléportation qui se produit. Regardez, je fais 1, 2, 3. La carte, elle est partie. C'est bon. Attention, 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 je la vois, je la vois, je la vois, je la vois. Hop! Elle s'est téléportée dans ton beignet. Est-ce que tu peux ouvrir le beignet, s'il te plaît? Mais non. Mais non. C'est juste impossible. Ouvre le beignet en deux. Moi, ouvre j'y le crois beignet en pas. deux. Non. Attendez, regarde bien, je prends la carte. T'as un morceau dans ta main. Ouais. Ça serait sorti sur pile le morceau qui correspond. Non, mais ce sera pas possible. Ce sera impossible. Non. Possible. Non, c'est pas possible. C'est un miracle de Hanouka. en fait. Avec Dan, peut-être que c'est possible. Je peux ouvrir? Pile le morceau. Merci à tous, ça m'a fait plaisir de partager. Dan Bell. Voilà, Dan Dan Bell. Dan Bell. Un Facebook? Il y a un Facebook, Dan Bell's Magic, voilà, c'est ma page, donc il y a plein de vidéos, plein de mes prochains shows, mes prochains... Voilà. Bravo. Bravo. Merci Donc, beaucoup. je vous invite tous à aller sur cette page et On ira. à partager, à liker, à regarder les vidéos et voilà. Merci à tous, c'est C'est Raksamehar. Merci, Raksamehar. Bonne soirée. Bah écoutez, bluffé. Mais c'est très bien, voilà, c'était nos petits cadeaux. Un petit dernier cadeau avant de partir. Oui, bien, on va aller sur la page Facebook. C'est ce que je conseille à vous. La nôtre. Oui, la nôtre. Bienvenue chez vous, évidemment, pour gagner des places pour le spectacle, le tout nouveau spectacle De eh ben, Judith de Mergui. Judith Mergui, Et voilà, évidemment. ouais, c'est bon. Je Et vous voilà, invite à aller c'est sur la Hanouka. page Facebook, tout est expliqué. Donc foncez, hein, ça va être sympa. Ah voilà, un J'en suis joli sûre. cadeau de Hanouka pour Bah, vous ça me voir paraît sur normal, votre prochain de spectacle. rire ensemble pour les fêtes. Merci Judith, merci Michael Lara, merci Olivia, Merci. à Bécassis, merci à tous les chroniqueurs, à la technique, à mes partenaires, David Sidbon, Johan Guetta, à la réalisation de l'émission, Liron Chemouni, toute son équipe d'Anatel, Raksamehar à tous, Hanouka Samehar, Raksamehar. et à très très vite sur A+. Au revoir. Pharmavance, chaîne de pharmacie et parapharmacie française en Israël, vous a présenté Bienvenue chez vous. A plus, A plus, A plus, A plus.